Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Immense plaisir de vous retrouver sur ce programme matinal que vous propose Bénin TV. Ça se passe tous les jours entre 7h et 9h, 6h, 8h, temps universel. Nous sommes aujourd'hui lundi 14 avril 2025 et deux thématiques majeures au rendez-vous de votre émission. Nous parlons culture avec Ola Rodrigue Babagbeto. Oui, il sera avec nous pour écumer l'actualité culturelle. Entre autres, avec lui, on verra comment l'expérience des Vodou Days du Bénin fait école en Louisiane aux États-Unis. Au menu également, la 4e représentation annoncée du Trône de Béanzin. C'est une comédie musicale que nous allons vous faire découvrir. Et puis cette grosse collaboration musicale entre Axel Merrill et Toufan qui cartonne actuellement sur les réseaux sociaux. Ça donne à peu près ceci. Ambiance, de la bonne vibe, de la bonne musique, prenez le rendez-vous, ce sera avec Rodrigue tout à l'heure. Nous serons aussi avec les concepteurs du mouvement Adjapiano, deux jeunes X-Time et Gis qui se sont assignés pour mission de donner une identité musicale urbaine au Bénin. Ils se sont inspirés de l'amapiano, rythme sud-africain auquel ils ont combiné du talking drum, du gogoron et ça donne du Adjapiano. Ils seront en concert cette fin de semaine, mais avant ils seront sur le plateau de Bonjour le Bénin. Dans le forum de discussion, on revient sur l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale de cette année 2025 et ce cri de cœur du président de l'Assemblée nationale qui ne passe pas inaperçu, Louis Gbéounou Vlavonou, prêcheur de solidarité et d'entraide. Il souhaite une mutualisation des forces entre le Bénin et ses voisins pour une lutte concertée contre le terrorisme. L'appel de Vlavonou sera-t-il entendu hors de nos frontières? Analyse de mes francs-parleurs à suivre. Et longtemps querellé, décrié par une certaine opinion, la loi sur le numérique votée en 2017 retourne sur la table des députés. Une relecture est programmée pour le compte de cette session. Va-t-on assister à de grands changements ou le texte sera-t-il davantage vicié face aux enjeux d'aujourd'hui? Nous ferons des spéculations intellectuelles avec mes invités. Sans surprise, au Gabon, le général président candidat Brice Clotaire Oligui Nguema est annoncé en tête des suffrages pour le compte de la présidentielle. Les électeurs étaient sortis nombreux pour aller voter. On parle d'un taux de participation de plus de 87% et d'une victoire de l'ordre de plus de 90%. Le bail va sans doute se poursuivre au palais du bord de mer pour le tombeur d'Ali Bongo Ondimba. On verra tout ceci. Génial Afouda Mossi Abouka, bonjour et bienvenue. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Bien, vous aussi j'espère. Ça fait plaisir de vous accueillir dans Bonjour le Bénin. Ravi de vous retrouver également ce matin. J'espère que nos téléspectateurs aussi se portent bien. Et quand vous êtes là, c'est pour le premier rendez-vous de l'information sur Bénin TV, le bulletin d'information. Bonjour à toutes et à tous. On ouvre ce bulletin par ce nouveau coup de filet du Centre national d'investigation numérique. Plusieurs individus suspectés de cybercriminalité ont été interpellés ce week-end. C'était au cours d'une opération menée dans plusieurs villes du pays. Les détails, ce sera avec Amandine Agnamboussou. Le Centre national d'investigation numérique poursuit sa lutte contre la cybercriminalité. Ce week-end est marqué par une série d'opérations dans plusieurs villes du Bénin. Plus d'une trentaine d'individus suspectés de cybercriminalité sont arrêtés à Abomey, Boycon, Porto Novo, Misirité, Semekoji, Parakou et Cotonou. C'est une moisson significative qui envoie un message clair au hors-la-loi. Lors des perquisitions, le Centre national d'investigation numérique a mis la main sur des téléphones portables haut de gamme, des outils de connexion Internet, des motos et autres équipements numériques. Cette arrestation s'inscrit dans le cadre d'une série d'opérations menées par les autorités en vue de lutter contre la cybercriminalité. Les suspects sont mis en garde à vue après leur interpellation. Ils seront présentés dans les prochains jours au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, pour répondre de leurs actes devant la justice. La cybercriminalité prend de plus en plus d'ampleur au Bénin et impacte négativement le vécu de la population et freine l'économie numérique. Elle n'est pas une fatalité. Des actions concrètes et déterminées initiées par les autorités vont inévitablement éradiquer le phénomène grâce au Centre national d'investigation numérique.
À Porto Novo, contrairement aux rumeurs, le vieux pont ferroviaire situé à l'entrée de la ville ne sera pas dynamité. On s'interroge donc sur la façon dont cette infrastructure inutilisée depuis des années sera démolie. Yves-Patrick Loco et Calvador Arwandou sont allés à la rencontre des responsables de l'entreprise en charge de la construction de la route Sémé-Porto Novo pour en savoir davantage. Comment se fera la démolition annoncée du vieux pont à l'entrée de la capitale? Depuis qu'un communiqué de l'hôtel de ville de Porto Novo en a fait part, beaucoup de questions se posent. Ce vieux pont sera progressivement démoli au fur et à mesure de l'avancée des travaux de construction. Cela ne va pas impacter la circulation routière, puisque la circulation routière se fera sur le pont routier existant, qui lui ne sera pas touché, restera intact durant toute la durée des travaux. La disparition du tablier du pont ferroviaire va s'effectuer progressivement. Toute la structure sera enlevée jusqu'au niveau des appuis. Le pont qui n'est plus utilisé depuis quelques années va laisser place à 2 futurs ponts en aller-retour. Le projet de construction de la double voie Sémé-Porto Novo est une réalité depuis quelques temps. La finalité, c'est qu'il faudra construire les ponts qui doivent donner accès à la ville de Porto Novo. Les ponts vont se construire de part et d'autre du vieux pont ferroviaire que vous voyez derrière moi. Les travaux vont nécessiter une grande prudence de la part des usagers. Les pêcheurs qui naviguent sur la lagune de Porto Novo sont les premiers concernés. La circulation routière ne sera pas du tout impactée. En revanche, on aura des risques de chute d'objets dans la lagune et il faudra bien entendu prendre toutes les mesures qui s'imposent pour la sécurité des usagers, la sécurité des piroguiers qui seront amenés à emprunter la lagune pour aller d'un bout à l'autre. Lorsque les travaux vont commencer, quelles que soient les dispositions qui seront prises pour la fluidité, il est à noter qu'il y aura toujours des moments de go slow qui vont s'observer. Mais il faut qu'on invite la population au respect des règles établies pour que tout se passe normalement. Parce que lorsqu'un concitoyen va vouloir forcer, c'est en ce moment qu'on aura des désagréments, on va constater qu'il y a de bouchons. La mission de contrôle du chantier de la route Sémé-Porto Novo fait savoir que l'existence du vieux pont à démolir est une aubaine pour la construction des ponts à venir. L'achèvement des travaux se fera en un temps significativement réduit, annoncent les techniciens. On reste à Porto Novo où l'hôtel de ville fera bientôt peau neuve. Le gouvernement a donné son feu vert pour la contractualisation avec plusieurs sociétés dans le cadre d'un projet de construction et donc bientôt un bâtiment de type R+3 va sortir de terre, renforçant le statut de la ville capitale. Le maire Charlemagne Nyankoti s'est dit satisfait de cette décision issue du Conseil des ministres en date du 9 avril dernier. On l'écoute. Il est aisé de constater que nous sommes dans un bâtiment qui n'est pas digne de cette ville qui est la capitale de notre pays. Et la première mandature avait nourri l'ambition de construire un hôtel de ville digne du nom. Elle n'a pas pu. La deuxième mandature, la troisième mandature également dirigée par le maire Zossou. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc pour nous, c'est normal que cela soit un motif de grande satisfaction. Et un objectif inédit qu'on est en train d'atteindre. Et encore que cet objectif a eu tout le soutien du chef de l'État, du gouvernement. Et c'est le lieu de remercier tout personnellement le chef de l'État et en même temps au nom de toute la population de Porto Novo, et le chef de l'État et tous les membres du gouvernement pour le soutien qu'ils nous ont apporté dans le cadre de ce projet. Mais je peux déjà rassurer les uns et les autres qu'il s'agit d'un ambitieux projet, d'un grand projet et qui sera érigé au niveau de l'Est-Camp Bioguera sur une emprise d'environ plus de 6 000 mètres carrés avec un bâtiment de type afro-brésilien. C'est sûr que les gens auront le temps de découvrir la maquette dans les jours à venir. Hier, dimanche des Rameaux, les chrétiens commémoraient l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, une semaine avant le dimanche de Pâques. Et en prélude à l'événement, les fidèles de plusieurs paroisses du christianisme céleste se sont retrouvés pour un grand concert d'adoration. C'était du côté du centre sportif Soweto à Akpakpa. On fait le point avec Gloria Oni et Françoise Issou.
La nuit s'illumine d'une ferveur particulière. Rameaux brandis, visages rayonnants, chants et danses se déploient. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en voulant entrer à Jérusalem, il a demandé de lui chercher un anneau sur lequel personne ne s'est encore assis. Donc, il est rentré à Jérusalem en tant que roi, dans une très grande humilité. C'est l'entrée messianique de Jésus-Christ à Jérusalem. Et ça veut dire que ceux qui sont dans une souffrance, dans une situation difficile, que de venir et ensemble qu'on puisse célébrer Dieu, qu'à travers ceci, Dieu va opérer de grandes choses dans leur vie. Dans cette nuit de célébration, c'est toute une communauté qui réaffirme sa fidélité et loue le Christ roi. Il est évident qu'à chaque fois qu'on loue l'Éternel quelque part, il se manifeste toujours. Ça dépend de ce que chacun est venu chercher. En tout cas, moi, je ressens la présence du Dieu d'un chauffage sur place et je suis très, très ravie d'être là. En étant ici, nous savons qu'en dansant, en bougeant, en vibrant au son et au rythme des louanges, ce soir, nous allons guérir de nos maux, de nos maladies, de nos soucis. La nuit des rameaux devient ainsi un pont entre passé et présent, entre Jérusalem et chaque coin du monde où l'amour du Christ est célébré. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans le cadre de la coopération Bénin-FMI. Les deux parties sont parvenues à un nouvel accord de financement au titre du mécanisme élargi de crédit, de la facilité élargie de crédit et de la facilité pour la résilience et la durabilité. Cet accord découle des bonnes performances économiques du pays saluées par le FMI, un accord obtenu grâce aux bonnes performances de l'économie béninoise. Ariane Da Silva. On a une croissance en 2024 qui a atteint 7,5%. Ça a largement surpassé nos prévisions, plus d'1 point de pourcentage. Et c'est la preuve que la transformation économique du Bénin, amorcée depuis 2016, se poursuit. Elle est portée par la mise en œuvre de plusieurs réformes et par l'augmentation des exportations des biens à valeur ajoutée. Cette mutation qui s'opère désormais rend l'économie béninoise plus dynamique, plus performante et résiliente. Au niveau budgétaire, par exemple, le Bénin a atteint la cible de la norme de déficit de l'UEMOA de 3% avec un an d'avance par rapport aux prévisions. Donc là encore, c'est une performance assez impressionnante. On observe une hausse des recettes fiscales. C'est important pour que le Bénin ait les moyens de ses ambitions et pour pouvoir davantage investir en capital physique et aussi en capital humain. Donc tout ça, c'est une impression très positive. Une impression positive qui vaut au Bénin un nouvel accord avec le Fonds monétaire international. Nous sommes parvenus à un accord au niveau des services qui devra être approuvé ensuite par la direction générale et par le conseil d'administration du FMI. Et suite à cette approbation, ça donnera lieu à un décaissement donc au titre de la facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit d'environ 35 millions de dollars. À cela va s'ajouter un décaissement supplémentaire au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité. Le montant sera défini en fonction du nombre de réformes atteintes à la date du conseil d'administration du FMI. On s'intéresse à présent aux travaux du colloque consacré au mécanisme de redevabilité des gouvernants. Pendant 4 jours, les différents acteurs de la justice ont mis en lumière les dysfonctionnements qui entravent la mise en œuvre effective de ces mécanismes. À l'issue de ces discussions, des propositions concrètes ont été formulées pour renforcer la haute cour de justice et en faire un véritable pilier de la démocratie. Pierrette Adanyossi. Quels sont les défis spécifiques rencontrés dans la mise en œuvre des mécanismes de redevabilité et de responsabilité des gouvernants? Le colloque consacré au mécanisme de redevabilité s'achève sur des propositions de solutions en vue de l'efficacité des mécanismes de redevabilité, gage d'une justiciabilité effective des gouvernants. Sur les recommandations d'ordre général, la relecture de la loi organique de la Haute Cour de justice, du règlement intérieur de cette Cour ainsi que du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, n'ayant pour repère la Constitution. Sur les recommandations d'ordre spécifique, on peut citer entre autres l'instauration du principe d'unicité du parquet à la Haute Cour de justice, étendre l'office du procureur général près la Chambre de l'instruction à ses substituts,
et lui donner plus de marge de manœuvre. La création d'une chambre de contrôle juridictionnel faisant office de chambre d'appel à la Haute Cour de justice. Donner au procureur général près la Haute Cour de justice le pouvoir d'autosaisine en cas de défaillance de l'Assemblée nationale. Pour y parvenir, il faut travailler à avoir un cadre normatif amélioré et renforcé, garantissant la diversité et la facilité, disons même la fluidité des modes de saisine ainsi que la fluidité des procédures. Une meilleure articulation avec les autres institutions afin d'assurer une véritable coordination des mécanismes de redevabilité. Et enfin, une volonté politique affirmée en vue de garantir l'effectivité des réformes. Magistrat, juge, procureur général près la Cour, membre du ministère public, de la Chambre de l'instruction et du greffe, président d'institutions et cadres techniques, ils sont tous unanimes qu'une réforme est nécessaire, voire urgente, pour faire de la Haute Cour de justice une institution rénovée, efficace et judiciairement opérationnelle. On parle sport. Le Nigeria va accueillir au mois de juillet le championnat d'Afrique de bras de fer sportifs. Au rang des délégations attendues, le Bénin. Alors que ce rendez-vous continental s'annonce à grands pas, l'équipe nationale de bras de fer sportifs se prépare activement pour dignement représenter le Bénin. Bruno Souali et Jules Akoikou sont allés assister à une séance d'entraînement des ferristes béninois. Cet après-midi d'entraînement, les athlètes du bras de fer sportif ont les installations de Let's Go Gym, rien que pour eux. C'est ici que les Guépards et Amazon préparent le prochain championnat d'Afrique de bras de fer sportif. Pour Marie-Rose, la machine de l'équipe nationale de bras de fer sportif, c'est une routine. Athlète béninoise la plus attendue au prochain rendez-vous continental, la double médaille d'or aux derniers Jeux africains s'est imposée. Un rythme de travail très soutenu. Je m'entraîne 6 jours sur 7. D'abord, je viens à la salle très tôt le matin. Déjà à 7 h, je suis à la salle pour une séance cardio. Et le soir, je reviens à 17 h pour la séance musculation. La séance d'entraînement collectif va monter en intensité. C'est d'abord le maître des lieux, ce Béninois qui a passé plus de la moitié de sa vie en Suisse, qui prend les choses en main. Coach sportif de son état, c'est lui qui va mettre les athlètes en condition. En plus d'offrir son expertise à l'équipe nationale de bras de fer sportif, cet homme pur mécène ouvre régulièrement les portes de son gymnase aux Guépards et Amazon ferristes. Sous le charme des résultats encourageants du bras de fer sportif béninois, c'est sa manière à lui d'accompagner cette discipline en plein essor au Bénin. Nous ne pouvons pas seulement attendre de nos gouvernants. Nous essayons de faire ce qui est à notre pouvoir, quitte à leur demander, quitte à leur dire, quitte à leur faire des signes en leur disant « Écoutez, nous faisons ce que nous pouvons pour faire avancer. Vous êtes nos devanciers, vous êtes les tenants. S'il vous plaît, aidez-nous. » Les choses sérieuses démarrent. Le premier responsable du bras de fer sportif béninois, jamais loin de ses athlètes, endosse son costume de formateur. Atelier après atelier, les exercices sont pratiques et astucieux pour faire franchir à ces poulains si attentifs un cap. Le hook, dès que vous utilisez le hook, l'adversaire utilise le hook, alors vous gagnez par presse. L'adversaire essaie d'envoyer votre main en bas. Vous devez tenir et pouvoir ramener ça comme ça. D'accord? Comme ça. Sans grand moyen, mais le prochain championnat d'Afrique de bras de fer sportif dans le viseur, ils sont tous embrasés par la même envie et le même rêve, faire basculer le Bénin dans une autre dimension au palmarès africain, au rendez-vous d'Abuja au mois de juillet. Les promesses sont d'ailleurs fortes. Stratégiquement, si nous pouvons, je le dis devant le peuple béninois, je prends le peuple béninois à témoin. Si l'État nous soutient et que nous arrivons à représenter ces 43 athlètes qui sont en ligne de mire, sur lesquels nous investissons depuis des mois à représenter le Bénin, nous allons remporter au moins une dizaine de médailles d'or. Le bras de fer sportif béninois est sur une dynamique ascendante.
L'instance fêtière de la discipline au plan africain en est éblouie. En 2024, le Bénin est désigné par la Confédération africaine de bras de fer sportifs comme pays à la croissance la plus rapide dans la pratique de ce sport. Une reconnaissance à la hauteur des sacrifices conjugués des dirigeants et des athlètes. Voilà, Herman, on souhaite bonne chance à nos athlètes. Absolument, aux ferristes béninois. Voilà. Vous voulez me tester? Non, merci. Non? On sait qui gagnera. D'accord. Pourtant, Marie-Rose Lalaye, allez, c'est une machine à gagner, même des hommes aussi. On en a déjà vu. préparé pour le truc. Hein. C'est ça. Allez, bonne journée. Vous passez une excellente journée du lundi. Juste après vous, allez, on va continuer dans cette veine par, on va dire, s'informer. Et c'est Marcela Rossi qu'on retrouve dans la revue des titres. Tout beau, tout mignon pour venir nous servir les informations telles que relayées par les journaux et les sites d'information. Marcela Rossi, bonjour. Herman, bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien, merci. Un plaisir, comme toujours, de vous recevoir. Plaisir entièrement partagé. Allez, bonjour le Bénin, bonjour la revue des titres. Bonjour, donc la une des quotidiens parus et parvenus à notre rédaction aujourd'hui. En attendant la revue de presse, voici ce qui pourrait déjà nous intéresser. Nous démarrons par le quotidien L'événement précis, transformation des matières premières au Bénin. Les élus de Cotonou exultent devant les exploits de la GDIZ, appréciation des réalisations sous talon. Wilfried Léandre Mbedi, le porte-parole du gouvernement, salue la démarche et l'honnêteté de l'ancien président Soglo. L'économiste du Bénin, 6e revue du programme économique et financier. Le Bénin signe un nouvel accord avec le Fonds monétaire international FMI. Bénin intelligent aujourd'hui, du bitume aux urnes. En 2026, le gouvernement assume son tempo, multiplication des chantiers de route à quelques mois des élections générales de 2026, relecture du code électoral, désignation des candidats pour la présidentielle de 2026, autant de sujets sur lesquels Wilfried Léandre Mbedi, porte-parole du gouvernement, a opiné lors de son rendez-vous hebdomadaire. Notre époque, Bénin économie, un taux de croissance de 7,5% en 2024. Les performances saluées par le FMI. Le grand matin, ouverture officielle de l'exposition universelle Osaka 2025. Le Bénin au sommet de son art culturel dans l'empire du soleil levant. Matin libre, multiplication des descentes sur les chantiers de la rupture, Soglo, la confusion dans les esprits. À la une de Matin libre, fraternité à présent, réforme du système partisan, des défis pour 2026, compétition serrée à venir pour l'UPR, le BR et le LD. Quête compliquée des parrainages, résistance infructueuse pour le PRD. Le matinal, 6e revue du programme économique et financier, nouvel accord entre le FMI et le Bénin. Ouverture officielle de l'exposition universelle à Osaka 2025. Le Bénin marque les esprits au Japon selon le matinal. Le Soleil Bénin Info à présent. Coupure inexpliquée sur les réseaux de la SONEB à Figuirocé. La zone de l'école Pierre-Manuel Talon privée d'eau depuis 2 semaines. Les ménages de ce quartier vivent un véritable calvaire selon le Soleil Bénin Info. L'emblème du jour. Attaque de Corvi Bertin contre Joseph Fifam et Diogbenou qui tire les ficelles dans l'ombre, point d'interrogation. La Nation, revue du programme économique et financier, nouvel accord entre le FMI et le Bénin, l'économie nationale sur une pente ascendante selon le quotidien de service public. Création de la société Bénin Tour SA, une nouvelle dimension dans l'attractivité du pays. Gaskiani Info, à propos de la ruse et la rage, encore une ruse de Diogbenou à la une de Gaskiani Info. Politique, Chantal Vinandou décline sa vision, à retrouver donc dans les colonnes de Gaskiani Info. Le confrère de la matinée, Bénin, exploit médical au CHU Mel, une prouesse historique réalisée dans le domaine ultra sensible de la cardiologie pédiatrique. Hommage appuyé au professeur Philippe Adiagba et à son équipe. Le champion aujourd'hui en neuf de Patrice Talon, le sport, une priorité absolue.
Palmarès, inflation en hausse, les prix à la consommation grimpent de 1,1% en mars 2025. Présidentielle gabonaise, Brice Oligui Nguema fait un KO avec 90,35% des voix. La presse du jour, Patrice Talon, après 9 ans de pouvoir, rigueur et performance au rendez-vous. Lancement de la campagne agricole 2025-2026 à Dassa, des mesures prises pour plus de rendement et de production. BBC News, Brice Oligui Nguema remporte la présidentielle gabonaise avec 90,35% des voix. Le pays, viol d'enfants dans l'est de la RDC, attaquer le mal à la racine. 10 000 cas de violences sexuelles ont été enregistrés dans l'est de la RDC entre janvier et février 2025, malheureusement. Voilà pour les titres, la revue de presse dans un instant. Merci beaucoup à vous, Marcel Arrossi. C'est moi. On se retrouve, on va le dire, en fin d'émission. Ce sera pour la revue de presse. À tout de suite. Entre autres, donc, on va retrouver plusieurs informations. Vous nous promettez? Bien sûr. N'est-ce pas? Merci à vous, Marcel Arrossi. Allez, juste à votre suite, on va retrouver Ola Rodrigue Babagueto pour sa chronique Actu Culture de ce lundi, entre autres avec lui. Évidemment, on verra comment l'expérience des Vaudou-Déistes du Bénin fait école en Louisiane, aux États-Unis. Au menu également, la 4e représentation annoncée du trône de Béarn. C'est une comédie musicale. Et puis, cette grosse collaboration musicale entre Axel Merrill et les Toufan qui cartonnent actuellement sur les réseaux sociaux. Vous aurez le temps de découvrir tout ceci avec Ola Rodrigue Babagueto. Vous allez le voir, ce sera de la bonne ambiance, de la bonne vibe. Prenez donc le rendez-vous. Nous serons plus tard avec, si tout va bien, les concepteurs du mouvement Adia Piano. Ces deux jeunes XTMGistes qui sont assignés pour mission de donner une identité musicale au Bénin. Ils se sont inspirés de Lama Piano. Ils seront donc en concert en cette fin de semaine. Et puis, on fera le forum de discussion. On reviendra sur l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale de cette année 2025 et ce cri de cœur du président de l'Assemblée nationale qui appelle à une mutualisation des forces dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et puis, à l'ouverture de cette session également, il a été annoncé par le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Boton, que parmi les sujets qui seront au menu de cette session, la relecture de la loi sur le numérique votée en 2017. Le texte retourne sur la table des députés. Bonjour, le Bénin. On retrouve Ola Rodrigue Babagueto pour sa chronique. C'est une chronique que nous allons malheureusement démarrer avec une information pas très gaie. Ola Rodrigue Babagueto, venez avec moi s'il vous plaît pour servir aux téléspectateurs votre chronique de ce lundi matin. Plusieurs informations triées sur le volet. Rodrigue, bonjour. Bien le bonjour, Hermond Rodrigue Amégan. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour le Bénin. Merci d'être avec nous, Rodrigue. On va vous retrouver dans votre chronique Actu Culture et comme je l'annonçais, c'est une chronique que nous démarrons aujourd'hui par une information funeste, lugubre, macabre. Un grand homme de lettres béninois nous a quittés. Et oui, un grand homme de lettres, vous dites, je dirais même une pièce maîtresse de la révélation de l'art et de la culture du Bénin qui s'est éteinte ce week-end. José Plia, le chargé de mission du président Patrice Talon et ancien directeur de l'Agence nationale pour la promotion du tourisme ANPT, est décédé le 12 avril dernier à Miami, juste à la veille de ses 59 ans. Dramaturge, poète et écrivain, il était de 2005 à 2015 directeur de l'Archipel, une scène nationale de la Guadeloupe, à l'origine du premier festival de théâtre franco-créole de la Dominique. Il a été, il y a quelques années aussi, à divers postes, marquant ainsi les scènes artistiques, culturelles en Guadeloupe. Et en 2022, lors d'une interview au magazine Le Point Afrique, il affirmait qu'il y a urgence à déterminer une identité à la destination Bénin. Et depuis lors, je crois qu'on peut le voir aisément, plusieurs actions sont menées afin de donner au Bénin cette identité qui est la sienne. On va dire donc paix à l'âme de José Plia, qui lui-même est le fils d'un grand homme de lettres et de culture qui nous a quittés il y a quelques années maintenant. C'est ça. Jean Plia, ancien ministre de la République. Écrivain aussi. Écrivain aussi, bien sûr. Ancien douanier à l'université d'Abomey-Calavi. Allez, on en vient à présent à cette expérience
des Vodou Days partagés aux États-Unis. Alors, on a du mal à s'y faire. On se dit, États-Unis, Vodou Days, il y a un pont qui s'est créé. De quoi s'agit-il concrètement? Est-ce que vous pouvez tout nous dire, Rodrigue? Alors, je vous dis tout, Herman Rodrigue Amengan. C'est une célébration américaine aux couleurs des Vodou Days qui a eu lieu pour la deuxième fois du 4 au 7 avril dernier en Louisiane. Et la particularité cette année est qu'elle a connu l'accompagnement du comité des rites vaudou du Bénin. Eh bien oui, une délégation était allée partager son expérience acquise dans l'organisation des Vodou Days avec les initiateurs de l'événement américain. La délégation était composée des professeurs Maounion Kakbo, Doji Amouzovi, de Suzanne Dorothée Céleste Delaunay-Belleville et de Bertin Sosa, le secrétaire exécutif de ce comité des rites. Ils ont eu à présenter une communication sur des thématiques variées liées au vaudou. Et ce n'était pas qu'un rendez-vous de donner, c'était aussi un rendez-vous de recevoir, puisque la mission est allée aussi renforcer ses connaissances et compétences pour mieux accomplir sa tâche de développement du tourisme religieux autour du vaudou. Et de ce séjour, il faudra s'attendre à un jumelage entre la ville de Ouidah et celle de la Nouvelle-Orléans, puis un partenariat entre le comité des rites vaudou du Bénin et les organisateurs de la Journée nationale du vaudou de la Nouvelle-Orléans. Et c'est tout. Donc, c'est dire que, cette expérience des Vodou Days du Bénin fait école ailleurs. C'est ça. Et il est heureux de voir qu'en une édition, officiellement, qu'on en arrive à être cité comme exemple et à être pris comme modèle au point de partager l'expertise au-delà des frontières du Bénin. Et on voit ces gens immaculés avec une calebasse. Ce sont les images de la célébration? Exactement, ce sont les images de la célébration de la Journée nationale du vaudou qui s'est tenue en Louisiane. Elle se tient en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, depuis l'année dernière. Et cette année, c'était la 2e édition. On s'imagine bien que ce sont les afro-descendants qui tiennent ce mouvement. Absolument, c'est les afro-descendants qui tiennent ce mouvement et sur ces images, vous pouvez le voir, tout se fait pratiquement comme ici dans les couvents vaudous lors de la célébration. On a des rituels qui sont exécutés exactement comme ici au Bénin. Donc c'est comme si c'était à la source. Si vous y étiez, vous auriez l'impression d'être au Bénin. N'est-ce pas? Allez, Rodrigue, on parle à présent humour et du Bénin qui accueille le Cotonou Comedy Festival en décembre prochain. Alors, Herman, il va falloir vous apprêter à mourir de rire au Bénin. Le pays va bientôt tenir sa propre scène internationale d'humour. Ainsi, on n'entendra plus parler seulement du festival de Melbourne en Australie ou du festival international de comédie de Corée du Sud, mais l'histoire sera aussi marquée par le Cotonou Comedy Festival, un lieu incontournable où les producteurs et diffuseurs internationaux viendront repérer et rencontrer les talents du continent. L'événement aura lieu en décembre prochain. Et voici d'ailleurs le film de signature de la convention entre le gouvernement béninois et le groupe Montreux Comédie. Le groupe Montreux Comédie, c'est ce groupe-là qui anime un réseau de 7 festivals à travers le monde, suivant ce reportage de Ulvaeus Balogun. Sinon, voici à quoi cela ressemble. Demandez, mais c'est qui le noir avec ce balai? À présent, imaginez cela dupliqué au Bénin. C'est le rêve qui réunit ici humoristes, créateurs de contenu humoristique, dénicheurs de talents et autorités en charge du secteur de la culture. Une seule ambition les lie, faire du Bénin la vitrine panafricaine de l'humour, un lieu où producteurs et diffuseurs internationaux viendront repérer et rencontrer les talents du continent. Et l'acte qui consacre cette volonté est la signature de cette convention d'objectifs entre le Bénin et le groupe Montreux Comédie. Une convention qui intervient dans le cadre de la création du Cotonou Comedy Festival, rendez-vous international du rire, prévu pour décembre 2025. L'industrie du spectacle, y compris celle de l'humour, occupe une place de choix au sein des industries culturelles et créatives. En termes de capacité, en Afrique, nous en sommes à 5% du potentiel. La production de spectacles ne s'improvise pas. C'est un métier qui requiert des compétences. Cotonou Comédie Festival que nous portons en incubation, vous et nous, sera, j'en suis certain, l'occasion pour nous de faire éclore l'humour sur l'ensemble du continent et peut-être même au-delà. Nous aimerions dupliquer ici le succès du Montreux Comédie, que ce soit à la fois un festival, une plateforme, un lieu de rencontre, un lieu de rayonnement à travers le monde. Nous allons faire venir des
producteurs, des promoteurs, des journalistes, des influenceurs de l'Afrique, mais aussi du reste du monde de l'humour, avec les grands marchés que sont la France, le Canada, les États-Unis. Il s'agit, à travers cette convention, d'ancrer l'humour dans la politique culturelle du Bénin. Au-delà du festival, il a été prévu vraiment de la formation, du renforcement de capacités. Et je voudrais que tous ensemble, les humoristes en premier, mais également le public béninois, le public continental, au moins de la sous-région, et demain, le public international, qu'on sache qu'il y a un grand rendez-vous annuel au Bénin et que le Bénin est une place forte pour l'humour qui peut s'exporter également. Le Bénin se positionne ainsi sur l'humour, une nouvelle tendance des industries culturelles et créatives dont les perspectives de croissance sont exponentielles. Je profite de ma venue chez les Blancs pour faire un truc de blanc, quoi. Vous racontez mes problèmes. On s'imagine, Rodrigue, que ce sera quand même, c'est un gros coup que vient là quand même de frapper le Bénin. Un véritable gros coup, et à l'image à l'instant, c'était Kadi, la béninoise, qui était sur scène en Suisse après avoir remporté la 3e édition de Mon Premier Montreux Afrique. Elle était donc au premier Montreux Comédie, à Mon Premier Afrique, qui a été délocalisé en Suisse. Exactement, c'était ça. C'était ça. Alors, on en vient à présent à la musique. On a envie de bouger un peu, c'est vrai qu'on est lundi matin, mais ça va quand même nous donner un peu de peps, ça va nous réveiller un tout petit peu. Et cette très grosse collaboration musicale entre Axel Merrill et les Toufan, on sait qu'il avait le nez creux quand il a décidé de s'immiscer, ou du moins de devenir artiste-chanteur. On l'a connu humoriste, mais dès lors qu'il a décidé de devenir artiste-chanteur, on a l'impression que toutes les planètes sont alignées pour Axel Merrill. Alors, on a l'impression que c'est un réel phénomène, ce mec. J'étais récemment au Festival international des arts du Bénin, le FINAB, où on a reçu le directeur de Trace France, qui disait qu'actuellement, il est la star sur qui sont rivés les yeux de différents acteurs de la scène culturelle internationale. C'est un véritable phénomène, Axel Merrill, le mec à la titulaire, le mec au petit bisou, pour faire référence à ses récents titres. Il devient un véritable phénomène, et après son morceau titulaire en collaboration avec la Sénégalaise, il arrive cette fois-ci en featuring avec le groupe togolais Toufan pour un son qui déjà s'annonce comme ambiance, un peu comme les Toufan ont l'habitude de nous les produire. Alors, j'avoue que j'ai été stupéfait par cette collaboration, parce qu'il n'y a pas longtemps, en janvier, ils étaient Toufan et Axel Merrill sur la scène des Vodou Days en différents passages. Mais qui aurait cru qu'une collaboration se préparait dans les coulisses? On ne sait pas, on ne savait pas. Et aujourd'hui, ça donne quoi? Ce qu'on vient de voir là, ça donne Bagba. Bagba. Yeah. Allez, on y va. C'était pas gagné d'avance. On ne s'imaginait pas non plus qu'il pourrait arriver à enchaîner autant de bonnes nouvelles. Et on dit bravo, et puis on lui dit tout le succès, le meilleur pour lui. Allez, on s'intéresse à présent, on passe de la musique au théâtre. C'est toujours des arts de la scène. Rodrigue Babagbeto, on parle de la représentation du trône de Béhanzin qui est programmée pour le 18 avril prochain. C'est une 4e représentation. C'est bien ça, une 4e représentation. Le trône de Béhanzin s'installe au Palais des Congrès le 18 avril prochain à 19h30. Cette comédie musicale connaît un succès depuis sa première représentation le 27 juillet 2024, et elle raconte bien sûr l'histoire héroïque du roi Béhanzin en chant, en danse, en théâtre, un véritable mélange harmonieux qui vise à faire réapproprier au public l'histoire du roi Béhanzin de manière beaucoup plus divertissante, mais aussi plus spectaculaire. De grands noms s'y retrouvent. On a par exemple Alfred Fadonumbo, reconnu sous le nom de Freddy, Ignace Don Metok, l'artiste, Queen Fomi, Fo Logozo, Sessimain et Rachel Agbossou aussi sont présents sur cette représentation du trône de Béhanzin. Et la représentation du 18 avril prochain, vous l'avez dit, Hermande Rodrigue Amengan, est la 4e d'une tournée sur 12 dates à travers le Bénin et même au-delà des frontières, puisque le trône de Béhanzin est prévu pour être présenté en France, aux États-Unis, en Amérique du Sud, mais aussi elle est prévue, cette représentation, pour se tenir
au Japon à l'exposition d'Osaka qui est en cours déjà. Absolument. Et dire que c'est une initiative portée par un ancien rappeur, pour ne pas dire un rappeur, parce que est-ce que finalement on a un ancien rappeur finalement? Je crois on a toujours le flow dans le sang, on a toujours le flow dans les tripes. Lorsqu'on l'a fait une fois, ça manque pas, on l'a tout le temps. Et il faut le dire, Amir Ali, pour ne pas le citer, c'est lui qui porte ce projet justement en collaboration aussi avec Nasty Nesta, son pote du Cotonou City Crew au passage. Qui est le directeur artistique donc, de cette comédie musicale. Amir en est le producteur. Exactement. Et ils œuvrent tous pour un bon succès de la culture béninoise et vivement que tous leurs projets dans ce sens aillent de l'avant. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Absolument. J'espère que vous serez à la représentation du vendredi prochain. C'est vrai que vous serez au JT, c'est ça, hein? Je serai probablement au JT, mais j'espère vraiment finir et puis aller rejoindre la représentation. Alors, on parle à présent. Tiens, parlant de rap, ça tombe bien, la passerelle elle est bien trouvée puisque on parle d'un rappeur, mais cette fois-ci pas béninois, mais ivoirien, Imra, le drilleur, donc ivoirien, annoncé à Cotonou. Alors Imra, vous l'avez dit, artiste ivoirien, mais surtout celui-là qui a désormais entre ses mains l'un des trophées les plus convoités des Trace Awards. Il sera en concert le 3 mai prochain. Il avait été honoré lors des Trace Awards 2025, remportant l'un des trophées les plus convoités de la cérémonie. Il avait été sacré révélation de l'année 2025. Le 3 mai prochain, donc, il est à Cotonou. En mars dernier, il était à Lagos. En Guinée, il était le 5 avril dernier et c'était du feu sur les images. Si on peut réussir à le voir, son concert en Guinée a drainé un monde spectaculaire. Il y avait tout plein de jeunes qui étaient venus. Malheureusement, la soirée avait viré à toute autre chose, à un désastre, du fait justement de cette frénésie-là des spectateurs guinéens. Et il est en tournée actuellement, donc après le Bénin, le 3 mai prochain, il sera en tournée dans son propre pays, la Côte d'Ivoire, le 13 mai. Et en France, il sera le 20 juillet prochain. En Côte d'Ivoire, ce sera vraiment... allez, on va le dire, ce sera intenable. Ce sera intenable parce qu'aujourd'hui, Imra à Abidjan, surtout dans les bas-quartiers d'Abidjan, Yopougon, Abobo, c'est vraiment la vedette, c'est la star incontestée, adulée. Il n'y a qu'à voir simplement tout ce qui se passe lorsqu'il fait sortir des clips. C'est tout un tollé. Vous avez même des fois des statuts, des shorts vidéos qui sont publiés et qui démontrent et témoignent clairement de combien est-ce que les Ivoiriens sont vraiment amoureux de cet artiste. Alors, Rodrigue, c'est votre chronique, mais je me permets de vous poser une question. Imra, vous le connaissez un peu ? Alors, j'avoue que j'ai commencé à le suivre à partir justement de je vais peut-être dire ce clash avec Didi B. Et c'est à ce moment que je suis allé suivre quelques-unes de ses productions. J'ai réalisé que vraiment, il en a. C'est quoi son signe? Alors, son signe, c'est le One X, je pense. Oui. Le One X. D'accord. Et qui veut dire? D'ailleurs, il se fait appeler le Chété. C'est ça. C'est d'ailleurs ça. Une fois Chété. Et c'est comme ça pour la machette. Allez, c'est pas le genre de choses qu'on dit à la télé. Et pour me faire plaisir, vous avez quand même... Bien sûr, j'ai prévu pour vous, Eman Rodrigue Amégan, vous qui êtes l'un de ces fans béninois. J'aime bien le show quand même. Les plus, je vais dire quoi, les plus fidèles. J'essaie à faire. Alors pour vous, ce titre de Imra, Vêtements.
Allez, Imra, c'est un driller, il fait de la drill. C'est ça. La drill, c'est quand même, c'est un peu ce qu'on peut appeler le rap de rue. Exactement. Pas porteur d'un message particulier, mais bon, ça fait danser, c'est déjà ça. Et est-ce que vous savez d'où il tient son blaze, Imra? Vous parlez quand même à quelqu'un qui suit Raïm Bagayoko, donc c'est bon, c'est confirmé, vous êtes l'un de ces fans béninois les plus fidèles. Allez, Rodrigue, on va revenir au pays pour finir cette chronique Actu Culture et on va parler de ce concert annoncé depuis quand même plusieurs semaines, plusieurs mois déjà. Exactement. Le concert Adja Piano. Alors, Imra sera en concert au Bénin le 3 mai prochain, mais avant, Gix et Inkstime, je veux dire détenteurs, on va dire. Les concepteurs. Les concepteurs, voilà, du Adja Piano seront en concert le 20 avril prochain au Canal Olympia de Cotonou. Après avoir conquis le public béninois, ils sont décidés à aller plus loin, perfectionner le mouvement Adja Piano, lancer même une danse officielle et lancer le Adja Piano à l'international. C'est donc un concert qui s'annonce comme une réponse à la demande massive de fans qui espèrent voir le Adja Piano briller sur scène. Vous l'aviez dit à l'entame de cette émission, Rodrigue Manamégan, le Adja Piano, c'est ce savant mélange de l'amapiano sud-africain et du gogon béninois. La question que je me pose, est-ce qu'après ce concert, on pourra dire que le Adja Piano va être l'identité musicale du Bénin? Oh, on attend de voir parce que c'est vrai qu'ils essaient de faire des efforts pour porter ce mouvement. Ils donnent beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'entrain à ce mouvement-là. Malheureusement, ça n'a pas encore été porté comme cela devrait être si c'était dans d'autres pays, d'autres personnes auraient porté le mouvement. C'est vrai qu'on a vu des artistes chanter à ce rythme-là, notamment Chris Barr. On a vu Serge Beno aussi. On a vu Serge Beno qui accompagne beaucoup ce mouvement et qui est d'ailleurs annoncé aussi à Cotonou à l'occasion de ce concert, qui aime beaucoup, on va dire, la rythmique de ce rythme. Bien sûr. Et enfin, je me répète un tout petit peu. Alors, ce rythme unique, vraiment porté par Gix et Inkstime, véhicule plusieurs messages, pas que culturels, mais aussi traditionnels, tout en séduisant un public toujours plus large. Et le Adja Piano, il faut le dire, fait vibrer le Bénin depuis maintenant 2 ans. C'était en 2023 que ce rythme a été lancé. Et on sera avec eux tout à l'heure, Inkstime et Gix tout à l'heure, pour les recevoir en prélude à ce concert. Je serai avec vous, mon cher Rodrigue Babagbeto. Franchement, merci pour cette très belle chronique. Tout le plaisir est pour moi, Rodrigue Manamégan. Il faut le rappeler, ce concert de Gix et Inkstime est au-delà des attentes actuellement, parce que c'est déjà plus de 500 tickets vendus en 2 jours, sans annonce justement des artistes invités qui seront là le 20 avril. Et il faut le dire, on peut remarquer de cela que quand le Bénin veut soulever, ça soulève. Avec force. Adja Piano, on vous donne un peu, allez, on vous montre de quoi il s'agit. Pour vous qui ne connaissez pas, mais ça m'étonnerait fortement parce que le Adja Piano aujourd'hui, c'est un mouvement connu presque de tous les Béninois, mais on vous offre le son Adja Piano du duo Inkstime et Gix. Vous avez plutôt eu droit au morceau Prélude et ça, c'est justement une partie, vous l'avez entendu, il y a beaucoup de rap dedans parce qu'à l'époque, ou du moins anciennement, Inkstime et Gix c'était des rappeurs reconvertis aujourd'hui en chanteurs Adja Piano. L'autre morceau Adja Piano, vous allez le découvrir tout à l'heure dès lors qu'ils seront sur le plateau. Rodrigue, merci. Le plaisir est pour moi. Vous passez une excellente journée du lundi. On va désormais vous retrouver dans cette chronique ici sur Bonjour le Bénin. Franchement, coup de cœur. Merci beaucoup, Rodrigue Manamégan. Mesdames, Messieurs, à très bientôt. Merci beaucoup. Allez, Bonjour le Bénin. On va poursuivre cette émission, mais on va faire un break pour aller découvrir l'Assemblée nationale. Parce que oui, dans le forum de discussion de ce lundi matin, nous allons nous intéresser à une partie du discours de Louis Gbéounou Vlavonou qui a appelé à la solidarité agissante pour que le Bénin et ses voisins puissent de commun accord, de façon concertée, lutter contre le terrorisme. Mais est-ce que vous connaissez l'Assemblée nationale, le Parlement? Connaissez-vous ses attributs et ses attributions? Avez-vous déjà eu la chance de le visiter? Sinon, eh bien, je vous y emmène à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale pour le compte de cette année 2025, la première du nom. Eh bien, on a eu l'occasion de découvrir les travées de ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. Regardez.
On l'appelle l'hémicycle, le Parlement, l'Assemblée nationale et même le palais des gouverneurs. Mais en réalité, connaissez-vous l'histoire de ce lieu et avez-vous déjà eu la chance de le visiter? Si c'est non, eh bien c'est parfait. L'institution s'ouvre à nous dans sa plus grande nudité. Suivez-moi. Alors, nous sommes ici à présent dans le hall qui donne accès au cœur de l'hémicycle en lui-même. Et comme vous pouvez le voir sur ce géant tableau, il y a les différents présidents qui se sont succédés à la tête de l'institution. Malheureusement, 0 femme. Ils sont 11 au total, entre autres noms bien connus. Justin Tometi Aoumandegbe, qui a été le tout premier président en 1959 et 1960 aux indépendances donc. Et puis, il y a Monseigneur Isidore de Souza qui a dirigé le Haut Conseil de la République entre février 90 et septembre 91, au sorti donc de la conférence des forces vives de février 90. Et en 91, Maître Adrien Humbedji a pris le flambeau entre 91 et 95. Il est d'ailleurs celui qui a passé le plus de temps dans cette institution, puisque déjà en 99, il est revenu pour céder le fauteuil en 2003 à Antoine J. Kolaole. Le professeur Mathurin Kofi Nagou a fait 2 mandats d'affilée et il est revenu en 2015, Maître Adrien Humbedji. Aujourd'hui, l'institution est présidée par Louis Gbéounou Vlavonou. Il a la tête de l'Assemblée nationale depuis le 17 mai 2019 et il y est toujours jusqu'à présent. Il a dirigé la 8e législature et actuellement, il officie la 9e législature qui est en cours. Là, nous sommes à présent au cœur de l'hémicycle. Et le bâtiment que vous voyez ici a été inauguré en 1994 par Nicéphore Dieudonné Soglo, alors président de la République. Maître Adrien Humbedji était alors président de l'Assemblée nationale. Initialement prévu pour accueillir 83 députés, il a été légèrement modifié tout dernièrement pour recevoir les 109 députés que compte désormais le Parlement avec la réforme constitutionnelle intervenue en 2019. À l'occasion de chaque session, les députés sont assis disposés en rang. Le président est assis là-haut au perché, d'où le nom de perchoir, le siège du président de l'Assemblée nationale. Juste derrière lui, vous avez ce tableau qui représente la jarre trouée, le symbole du roi Guizot qui rappelle l'unité nationale. Ici, dans l'hémicycle, c'est la voix du peuple béninois qui s'exprime. À chaque session parlementaire, les débats sont houleux, animés, passionnés, des lois importantes sont votées. Bref, nous sommes dans le cœur battant de la démocratie béninoise. L'Assemblée nationale du Bénin, c'est aussi une mémoire restée intacte. Nous sommes ici au service de la documentation et des archives. Ici, toutes les lois, je dis bien toutes les lois votées depuis 1960 sont disponibles sur une plateforme numérique accessible à tous. Lorsque vous venez, vous pouvez consulter des documents d'époque comme celui que je tiens en main qui est une note de synthèse de la Banque mondiale relative à ces nouvelles propositions de restructuration du système bancaire national. Il date de 1988 et a été transmis par le ministère de l'économie et des finances. Nous étions en pleine période révolutionnaire. En témoigne d'ailleurs la signature de fin de cette note, prêt pour la révolution, la lutte continue. Et comme ces documents, vous en avez plusieurs ici. Si vous avez des recherches à faire, des travaux scientifiques, vous pouvez vous porter vers ce département de l'Assemblée nationale pour trouver chaussures à vos pieds. Radio Hémicycle. Radio Hémicycle. Vous écoutez Radio Hémicycle en direct de Porto Novo. C'est super cool. Auditeurs, auditrices de Radio Hémicycle, bonsoir à tous. Vous êtes sur la station de diffusion de l'information parlementaire. Bienvenue. Allez, ça c'est juste pour le scénario. Nous sommes dans le studio de Radio Hémicycle à 103.4 FM, la voix du peuple. C'est une radio créée en 2011 pour divulguer l'information parlementaire. Tout ce qui est fait ici, l'actualité liée à l'Assemblée nationale est relayée via cette station qui est la toute première en Afrique de l'Ouest à faire cet exercice. Aujourd'hui, beaucoup de pays se sont inspirés de cette expérience et sont en train de créer, eux aussi, des radios parlementaires. Radio Hémicycle, la radio de tous les Béninois. Vous vous demandez sans doute pourquoi on appelle ce lieu le Palais des gouverneurs. Eh bien, je vais vous le dire. Alors, en réalité, c'est qu'au XXe siècle, à l'époque coloniale, les gouverneurs séjournaient en ce lieu.
Et donc, en référence à cette histoire, à ce passé, cet espace a gardé son nom, le Palais des gouverneurs. Sur le perron où je me trouve, trône le mât, le drapeau tricolore battu par le vent, mais toujours arrimé à son mât. Tous les lundis, le personnel du Parlement est convié ici à 7h45 pour exécuter l'hymne national. Les 3 couplets de l'Aube Nouvelle sont chantés par le personnel en présence du président lui-même. Bientôt, ce lieu symbole et témoin d'histoire sera déserté par les parlementaires car tout juste à côté est en train d'être construit le nouveau siège de l'Assemblée nationale. Son œuvre architecturale est une conception du Burkinabé Diébedo Francis qui lui-même s'est inspiré de l'arbre à palabre qui, dans la tradition béninoise et ouest-africaine, représente un espace où se tiennent les réunions importantes. Merci de nous avoir suivis dans ce périple et à très vite. Vous savez donc désormais tout sur l'histoire du Parlement, du Palais des gouverneurs. Et d'ailleurs, ça sert très bien de transition pour le forum de discussion de ce lundi sur Bonjour le Bénin, puisqu'on va parler de l'Assemblée nationale. Bonjour à tous, si vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre. On revient aujourd'hui sur l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale de cette année 2025 et ce cri de cœur du président qui ne passe pas inaperçu. Louis Gbéounou Vlavonou, prêcheur de solidarité et d'entraide, il souhaite une mutualisation des forces entre le Bénin et ses voisins pour une lutte concertée contre le terrorisme. L'appel de Vlavonou sera-t-il entendu hors de nos frontières? Analyse de mes francs-parleurs à suivre. Et puis, longtemps querellé et décrié par une certaine opinion, la loi sur le numérique votée en 2017 retourne sur la table des députés. Une relecture est programmée pour le compte de cette session. Va-t-on assister à de grands changements ou le test sera-t-il davantage vicié face aux enjeux d'aujourd'hui? Nous ferons des spéculations intellectuelles sur la question. Et sans surprise, le général président candidat Brice Clotaire Oligui Nguema est annoncé en tête des suffrages au Gabon pour le compte de la présidentielle. On parle de plus de 90% pour lui. Les électeurs étaient sortis nombreux à les voter. On parle d'un taux de participation de plus de 87%. Le bail va sans doute se poursuivre au palais du bord de mer pour le tombeur d'Ali Bongo Ondimba. On vous dit tout avec autour de la table ce matin. William Cliquant, mon confrère de Canal 3 Bénin, bonjour et bienvenue. Bonjour très cher Herman et bonjour à tous. C'est un plaisir de vous recevoir sur Bonjour le Bénin. Tout le plaisir pour moi aussi. En face de vous, Gracien Makeko, juriste écrivain, auteur de l'ouvrage La Criette en 5 ans. Bonjour et bienvenue. Bonjour Herman, bonjour aux fidèles téléspectateurs de VTV. C'est un plaisir également de vous avoir. Merci. Alors, Gracien, vous avez suivi sans doute sur les écrans donc, de Bénin TV en collaboration avec Télé Hémicycle sur cette production, bien sûr l'ouverture de la session ordinaire, de la première session ordinaire de l'année 2025 au Parlement. Et dans son discours inaugural, il y a un fait qui a retenu l'attention, c'est l'appel de Louis Gbéounou Vlavonou sur une mutualisation des forces quant à la lutte contre la corruption. Est-ce que vous pensez qu'il a fait ce choix à dessein de profiter de cette tribune pour dire son mot, pour vraiment lancer cet appel? Ce qu'on peut noter, c'est que la démarche, ce discours du président de l'Assemblée nationale du Bénin est un peu comme pour faire davantage la preuve de l'ouverture d'esprit des autorités béninoises, parce que vous vous souvenez que dans un passé récent, nous avons eu les autorités gouvernementales qui ont marqué leur disponibilité à coopérer avec nos frères du Sahel, notamment du Niger, du Burkina Faso et puis du Mali, mais notamment des 2 premiers États. Mais si le gouvernement a parlé dans un passé récent et après on voit la représentation nationale avec le porte-parole de l'hémicycle, à savoir le président de l'Assemblée nationale, entrer dans la dynamique du gouvernement, une dynamique qui souhaite, en réalité, qui aurait voulu quand même que l'on se donne la main pour lutter contre un mal commun. Je pense que cela témoigne au final de la volonté du Bénin à vraiment coopérer avec ces États limitrophes-là pour efficacement lutter contre le terrorisme. Alors, William Cliquant, on sait qu'aucun pays ne peut gagner la bataille terroriste à lui tout seul et que donc forcément, il faut une action concertée pour évidemment endiguer ce fléau, ce mal.
Mais pour le moment, on ne peut pas dire que c'est forcément la lune de miel entre le Bénin et ses voisins. Justement, il a fait une analyse géopolitique à l'africaine dans son intervention, le président de l'Assemblée nationale, pour commencer par expliquer la pertinence de ce combat. Il a démontré d'abord le parc W que nous avons en partage avec d'autres pays, d'autres voisins, au moins 2 autres. Et des points critiques comme ceux-là, il y en a beaucoup dans notre espace régional. On parle de points triples chez nous, mais ailleurs, on parle de région des 3 frontières. Et il y a beaucoup de points d'intersection qui collent plusieurs États et qui sont, paradoxalement, les nids des terroristes dans nos États au Sahel. Et aussi, il ne faut pas oublier la structure ou la nature des groupes terroristes qui sont présents en Afrique de l'Ouest, notamment dans une bonne partie du Nigeria, au Sahel. Et le président de l'Assemblée nationale a bien fait de rappeler que cela vient du démantèlement de la Libye, de la situation actuelle en Libye. Après, nous avons, pour ces dernières années, la mort de Idriss Déby Itno, qui a davantage mis la pression, parce qu'il était une barrière, quoi qu'on dise, il était une bonne barrière à cette insécurité grandissante et qui pouvait descendre à tout moment au Golfe. Et aujourd'hui, nous voyons, depuis, je ne sais pas, depuis Grand Bassam, depuis ces attaques célèbres, nous voyons que vers le Golfe, ça court, c'est présent. Je ne suis pas alarmiste en disant que c'est présent dans le quotidien ici au Bénin, c'est présent chez d'autres voisins également. Et donc, pour un mal comme celui-là, et quand vous écoutez les autorités militaires béninoises au plus haut niveau qui, à un moment donné, vous disent, sinon, avouent que la coopération militaire, la coopération, l'information a manqué pour les dernières attaques que je ne situe pas forcément, que nous avons connues ici, c'est que l'imposition, sinon la grande nécessité de dialoguer entre voisins, entre services de renseignement, entre forces de sécurité et de défense surtout des États s'impose. Est-ce qu'il sera entendu? Est-ce qu'il sera entendu, pardon? On a peut-être l'occasion de faire le débat, mais c'est un diagnostic vrai, c'est une évidence, c'est une des rares fois où nos autorités voient la réalité en face, parlent peut-être le même langage que les scientifiques qui travaillent aujourd'hui sur la question terroriste au Bénin et pourquoi pas les acteurs de la société civile et autres intervenants dans ce domaine. Alors, on a un temps été rejoint par Julio Tometti, il est juriste. Bonjour et bienvenue Julio. Bonjour Herman, bonjour Plateau. Merci de nous rejoindre sur Bonjour le Bénin. Alors Julio, aujourd'hui, on sait que le Bénin et ses voisins ne filent pas forcément le parfait amour, mais pensez-vous qu'au nom quand même de la sécurité des personnes et des biens, les voisins peuvent faire un peu abstraction de leur frustration et partager leurs renseignements avec le Bénin pour combattre le fléau terroriste? Oui, bien malheureusement, il y a des velléités qui se sont entremêlées parce que quand vous les écoutez, eux de leur côté, il s'agit pour eux en fait d'une question de sécurité nationale aussi parce que en fait le Bénin est accusé en fait d'être quelque sorte en intelligence avec d'autres pour déstabiliser en fait ces régimes militaires ou révolutionnaires selon ce que l'un d'eux a dit la dernière fois. Et donc de ce point de vue, pour eux aussi, c'est une question de sécurité. Il y a la question terroriste, mais c'est une question de sécurité. Ce n'est pas que diplomatique. Et c'est pourquoi, en fait, l'arsenal institutionnel autour au niveau de la sous-région aurait pu permettre, en fait, d'aider à commencer par trouver des pistes de solutions. Parce que, oui, de l'autre côté, on dit que le Bénin constitue une menace. Le Bénin dit non, qui n'a jamais été le cas, d'une certaine façon. Donc, il faut, en fait, un sorte de troisième personnage, d'une certaine façon, pour arbitrer, pour jouer la médiation. Alors qu'en fait, dans la sous-région aujourd'hui, tout est déstructuré d'une certaine façon. Il n'y a plus cette personnalité qui incarne en fait de grandes valeurs qui peuvent d'une certaine façon faire asseoir les parties prenantes, histoire de parvenir en fait à une sorte de conciliabule. Et donc c'est ce qui est malheureux. Et je pense en fait de leur côté aussi, il ne manque pas de le dire que la coopération militaire est indispensable. Je me souviens, une fois, le capitaine Ibrahim Traoré disait que entre le Burkina et
et la Côte d'Ivoire. Il se fait qu'en fait, il y a des incursions djihadistes. Et vous voyez, en fait, les terroristes à 2 km sur le territoire voisin et vous n'avez aucune possibilité, en fait, de pouvoir les rattraper. Et donc, ils jouent. Et ces terroristes jouent, en fait, sur, comment dire, cette dissension, en fait, au niveau des États pour bien asseoir leur stratégie. Parce qu'ils savent que quand je suis de l'autre côté, je suis protégé. Quand je suis de ce côté et je viens attaquer de l'autre, je suis protégé. Donc, c'est pourquoi, comme le disait William tantôt, tout le monde s'accorde à reconnaître en fait qu'il n'y a que, autant scientifique que politique, qu'il n'y a que en fait la coopération militaire qui puisse arriver à trouver des solutions. Et le président Louis Vlavonu le disait à justice, que si ces États n'avaient pas, par exemple, quitté les organisations sous-régionales, que le Parlement de la CEDEAO aurait pu être un recours en termes de discussion, de médiation, pour arriver à un certain nombre d'ententes, histoire de quand même asseoir en fait les bases d'une réelle stratégie partagée pour ne serait-ce que venir à bout de ce mal. Alors, Gratien Makoko, le Bénin a quand même aujourd'hui suffisamment montré d'assurance en termes de dégel de la crise, de la situation. Il y a eu un certain nombre de personnalités qui sont montées au créneau pour dire un certain nombre de choses dans le cadre, dans le sens, je vais dire, de l'apaisement. Qu'est-ce qui bloque finalement ? Bon, vous savez, ce sont des questions un peu délicates, questions sensibles. Et puis, chaque État, aujourd'hui, a sa raison, puisque nous sommes dans une dynamique géopolitique qui n'est pas totalement comprise, parce qu'on ne sait pas réellement ce qui fonde la position de ci ou de tel État dans cette logique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'arrivée, on constate que la communauté nationale béninoise, burkinabèse, nigérienne, malienne, la communauté internationale, tout le monde est témoin aujourd'hui que le Bénin a fait suffisamment preuve de bonne foi. Et quand on regarde un peu les statistiques, depuis que ce reproche, le reproche évoqué par M. Tometti tout à l'heure, le reproche à savoir que le Bénin aurait abrité des terroristes pour attaquer ces choses, depuis que cela est évoqué, on constate quand même qu'il n'est pas encore prouvé jusqu'au jour d'aujourd'hui que des terroristes sont partis du Bénin pour aller attaquer le Niger, que les terroristes sont partis du Bénin pour aller attaquer le Burkina Faso ou le Mali. Mais on a quand même la preuve que des terroristes sont quittés et qui sont partis plutôt du Burkina Faso pour attaquer le Niger. On a constaté quand même qu'il y a des terroristes qui sont partis du Mali pour attaquer le Burkina Faso. Donc, moi, je voudrais réellement que ces régimes militaires au pouvoir, notamment le Niger et le Burkina Faso, puissent réellement ramener la balle à terre. C'est-à-dire que, bon, on est en train de crier au voleur. Est-ce que le Bénin est réellement ce voleur-là? Vraiment, c'est une question sensible, à moins que ces autorités ont d'autres motifs. Parce que, vous savez, il y a ce que l'on sait publiquement, mais il y a également d'autres réalités qui relèvent de la cuisine interne. Moi, à ma foi, puisque à plusieurs reprises, le Bénin, le gouvernement béninois a donné l'opportunité, parce qu'il y a un comité de gestion de crise qui a été mis en place. Et à l'intérieur de ce comité, des décisions ont été prises. Et le Bénin a quand même demandé aux autorités nigériennes de venir, par exemple, pour faire un peu de la prospection, pour voir là où se situe. Et on a vu une sortie du général Abdelrahman Tiani, qui a donné des références de localisation. Mais lorsque les gens ont essayé de mettre cela en application pour voir si on constate que ça tombe en Mauritanie ou dans un État, en tout cas, partout sauf au Bénin. Donc cela nous amène à nous interroger sur la pertinence ou la crédibilité du discours, le discours à savoir que le Bénin c'est de base arrière. Donc, généralement, je voudrais quand même que, parce que de toutes les manières, le mal est commun. Le Burkina Faso seul ne peut même pas lutter contre le terrorisme. Le Niger seul ne peut pas le faire. Le Mali, avant les terroristes se retrouvaient au nord du Mali, mais aujourd'hui, c'est dans plusieurs coins. Et vous savez que le Burkina Faso a été attaqué la fois dernière. Et malgré que ces trois États se retrouvent dans l'alliance des États du Sahel, aujourd'hui, il n'y a pas une force commune qui a pu agir réellement pour contrer ces terroristes-là qui ont attaqué le Burkina Faso. Il est très clair, cela demeure constant, que l'on ne peut pas combattre ce fléau-là, ce mal qui nous gangrène tout seul. Donc, avec le temps, on espère que ces États-là puissent revenir quand même à la raison pour qu'on puisse efficacement contrôler le mal. William, l'appel de Vlavonu sera-t-il entendu? C'est là la question du jour. Et vous faites bien de me poser la question parce qu'elle est une résultante des interventions qui m'ont précédé. Je fais un effort de contextualisation. Le discours de Vlavonu ne se circonscrit pas à la récente actualité des divergences que le Bénin a eues avec des voisins, notamment le Burkina Faso et le Niger. Je crois qu'on est en train de tourner cette page et surtout
que diplomatiquement, on a pu réchauffer les choses d'un certain point de vue, soit avec le Burkina ou avec Niamey, qui a un nouvel ambassadeur en poste à Cotonou, et vice-versa. Donc, je pense aussi que le débat que nous menons ce matin sur la question terroriste et de l'importance que le premier des parlementaires y a accordé est un débat d'ordre général, et c'est pour édifier l'avenir, édifier les politiques publiques et la prise de décision en cette matière. De ce point de vue, je m'inscris dans une réflexion qui n'est pas conjoncturelle par rapport à cette récente actualité. Maintenant, est-ce que son appel peut être entendu? Prenons les choses au cas par cas. Julio disait tout à l'heure que la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO, que le président de l'Assemblée nationale rappelait que si ces pays étaient encore dans la... Mais n'oubliez pas, ces pays vivent le terrorisme depuis au moins 13 ans, minimum. Le plus petit d'entre eux vit le terrorisme depuis au moins 13 ans. Ils ont quitté la CEDEAO officiellement il y a bientôt quelques mois seulement, 4 ou 5 mois officiellement leur départ. Et les putschs, les principaux putschs qui fondent leur révolution, disent-ils aujourd'hui, et leur nouvelle posture datent de 2 ans au plus. Donc, ils sont restés longtemps dans la CEDEAO, à part la MISMA, MINUSMA, tout ce que vous voulez. Et ça encore, avec l'apport des Nations Unies, je ne sais pas concrètement ce que la sous-région a apporté à ces États. Mieux, les initiatives comme l'initiative d'Accra, pour les pays du Golfe qui, à un moment donné, voulaient se préserver, voulaient protéger leur territoire contre ce qu'il se passait déjà au Sahel et en bonne partie au Nigeria. Quels sont les résultats? On a commencé, on voulait ses propres forces, on a voulu mutualiser, créer des forces conjointes, on en a même créé, mais à l'opérationnel. Quelques années après, on demande de l'aide encore aux partenaires. Moi, je m'en voudrais de ne pas souligner sur ce plateau que nos autorités, même nos parlements, parce que l'élément déclencheur de notre débat ce matin, c'est l'intervention du président Vlavonou. Même nos parlements ont pris à la légère la question terroriste. Aujourd'hui, oui, Qu'est-ce que vous faites dire ça? La législation, parce que nous parlons du Parlement. La législation est restée muette sur la question terroriste pendant plusieurs années. Même quand on a fait des efforts pour codifier et légiférer, on s'est intéressé à des corolaires. On a même fait des réexplications théoriques et doctrinaires sur ce qu'on appellerait terrorisme avant de nous intéresser. Nous ne connaissions pas encore, quand nous théorisions le terrorisme chez nous, ce terrorisme à la manière que nous voyons aujourd'hui, cette stupeur des attaques d'une trentaine de soldats. Nous n'avions pas encore connu ça quand nous appelions certaines choses terrorisme dans notre loi, et que cela nous rattrape à un moment ou à un autre. Mieux, dans l'action publique, nos gouvernants ont été attentifs. Et ça, ce n'est pas que le Bénin. Dans la sous-région en général, toutes les initiatives avaient les yeux rivés ailleurs. Même des pays comme l'Estonie donnaient de l'argent pour lutter contre le terrorisme au Sahel, avec le G5 Sahel, avec des initiatives. Vous avez vu que ce n'est pas une question d'intérêt, c'est naturellement une question d'intérêt national, mais on n'a pas érigé l'action publique à ce rang. Ce qui a fait que... Le gouvernement a quand même consenti des efforts, de très grands efforts aujourd'hui pour lutter contre le phénomène, notamment la construction de bases avancées, notamment la prise en charge des soldats, des familles des soldats tombés au front pour pouvoir, on va dire, encourager l'action militaire. Il y a également des actions satellites qui sont menées pour intéresser les populations, on va dire, pour la prise en compte sociale des populations qui sont dans des zones à risque. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup de choses qui se font. On a quitté l'inaction. Et c'est très récent. Souvenez-vous, si je ne me trompe, c'est dans son message sur l'état de la nation de 2023, si mes précisions sont très bonnes, que le chef de l'État, dans un temps grave, a érigé la question du terrorisme en une question principale qui mettait le pays en danger. Sinon, avant cela, on jouait la politique de l'autruche sur la question terroriste. On aurait mieux anticipé. En fait, le débat que je fais, ce n'est pas un débat d'actualité. Aujourd'hui, des initiatives, même si on peut discuter de l'efficacité, j'ai vu un atelier récemment pour voir à mi-parcours, sinon après quelques années, l'efficacité, l'efficience de l'opération Migrador. On en saura davantage, ce sont des questions de sécurité. Cela ne se déballe pas sur la place publique comme discussion autour du code électoral ou de je ne sais quoi, mais dans l'anticipation, dans la préparation qu'il fallait, nos parlements n'ont pas fait ce qu'il fallait, et nos gouvernants aussi, à la tête de nos exécutifs, n'ont pas fait ce qu'il fallait. Maintenant, de l'action qui est menée depuis peu, parce que vous l'avez rappelé, parlons efficacité, parlons résultats. Quelles sont les donnes? Quelle est la donne? La coopération avec la Russie au Sahel a donné des résultats. Reprise de Kidal, tout ce que vous voulez. Mais il y a encore des patates chaudes. Pareil au Golfe ici. Le terrorisme continue de nous inquiéter. J'ai vu de petites alertes chez le voisin togolais qui pourtant
est en odeur de sainteté avec les nouveaux maîtres au Sahel. Donc, mais allez-y. C'est pour dire en fait que le défi il demeure énorme. J'aime bien l'entame d'initiative avec ce discours du président de l'Assemblée nationale. Mais allons à la. Alors, Julio Tometti, on sait quand même que le président de l'Assemblée nationale, c'est la deuxième personnalité du pays en termes de graduation, en termes d'importance. Qu'il en arrive aujourd'hui à prendre la parole, on peut considérer que c'est quand même une voix officielle du Bénin qui demande, à la limite, pas forcément sur un ton de supplication, mais qui appelle de tous ses voeux à ce que la collaboration soit une réalité. Oui, c'est pour justifier peut-être que le Parlement ne peut être que, comme on le dit vulgairement, que le haut lieu de la politique ou bien le lieu de la chamaille politique. Et donc que les questions, des questions d'intérêt national puissent préoccuper, parce que à la suite du discours du chef de l'État à la Nation en décembre dernier, ce qui a intéressé l'opinion, c'est l'une des expressions que je venais de rappeler. Les questions fondamentales sur notre suivi n'a pas été la préoccupation d'une manière générale en fait des acteurs politiques. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée nous remet en fait quelque peu dans le bain de ce sujet, et j'ai bon espoir en fait que les acteurs politiques, quel que soit leur bord, prennent ça en fait et que ça fasse l'objet de préoccupations. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agira plus en fait de l'exécutif, il ne s'agira plus de Patrice Talon, mais il s'agira en fait de notre suivi. Et donc, si vous entendez, nous avons peut-être les élections dans moins d'un an. Les élections ne peuvent en fait bien se passer que en fait dans un cadre de quiétude au-delà en fait de nos dissensions, mais nous devons d'une manière générale avoir la quiétude. Moi, je n'aurais pas souhaité qu'on dise à cause des questions sécuritaires, on n'a pas pu déployer des unes dans telle ou telle localité de notre région, parce que ces régions, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, sont à risque. Aujourd'hui, qu'on le non, il y a une sorte de quadriment qui ne permettent pas véritablement en fait, de se déployer comme cela se doit. Les populations vivent un certain nombre de restrictions en raison en fait, des impératifs sécuritaires. Et donc, ça devait nous préoccuper. Et en élevant la voix comme ça, telle que l'a fait le président Vlavonou, comme je disais tantôt, ça nous remet dans le bain. Et je crois, une telle personnalité qui fait ce message, je pense en fait ça doit aller en fait dans les oreilles les mieux indiquées, au-delà de nos frontières. William, nous n'avons jamais dit que, par exemple, la coopération militaire serait la panacée contre le mal, parce que, en fait, ça a toujours existé, et comme vous l'avez rappelé, c'est bientôt 15 ans d'une certaine façon. Mais le Bénin a commencé véritablement par en souffrir. C'était quelques incursions. Je pense que le premier, c'était en 2019 avec le guide Fiacre Bédi. Voilà, Fiacre Bédi. Et on entend 1, 2, mais ces dernières années, ça a commencé par prendre de l'ampleur. Le mal qu'on minimisait d'une certaine façon nous prend au collet, et à partir de ce moment-là, il faut... Parce que ça s'agit de politique publique. C'est des questions de priorité à un moment donné. Les questions sécuritaires n'étaient pas autant priorité il y a cela 5 ans, 6 ans. Et donc, c'est maintenant que nous sommes en face. C'est vrai qu'on pourrait avoir peut-être une réaction préventive en raison de ce qui se passait au niveau du Sahel. C'était inéluctable du Sahel et tout. Pas venir au Golfe. Donc, nous sommes là et il faut trouver en fait des portes de sortie. Et je pense en fait, c'est quoi? L'approche aujourd'hui, si... comment dire, le G5 Sahel a échoué, il faut le dire, l'amunissement et tout ça. C'était une approche non pas concertée, mais des approches pensées par d'autres, d'accord, et qui viennent l'expérimenter en fait sur nos territoires en disant que nous mettons les États ensemble. Il faut dire que ça n'avait jamais fonctionné. Ce n'était pas en vérité des mécanismes militaires. Et le financement aussi. Non, en fait, c'est ça le problème. Justement, ça le problème. Parce qu'en vérité, au-delà des questions de financement... Est-ce que nos États ont suffisamment de ressources? Est-ce que nos États ont suffisamment de ressources pour faire face efficacement à la menace terroriste? Quand on sait que la plupart du temps, il a été prouvé, documenté, que parfois même, et très souvent d'ailleurs, les terroristes disposent d'armes plus lourdes, plus sophistiquées que les armes des soldats ici chez nous, dans les pays africains, Gracien et Makoko. Et ce sera vraiment pour finir sur le sujet. Vraiment, vous savez, quand on parle de la question du terrorisme, moi je pense qu'il y a des dimensions qu'on occulte. Parce que tous les efforts que nous voyons dans la sous-région et même au niveau des États du Sahel pour contrer ce mal, c'est que bon, c'est à l'opérationnel, on va sur le terrain. Mais les terroristes, ils viennent d'où? Qui leur envoie le matériel, qui leur envoie les engins que nous voyons. En réalité, l'approvisionnement de ces éléments-là
là, on doit s'intéresser à ça, le renseignement. Et lorsque William a intervenu tout à l'heure, mais il y a avant le Bénin et le Niger avaient eu il y avait des traités bilatéraux de coopération dans le cadre de lutte contre le terrorisme. Et c'est à l'issue du coup d'État récemment du général Tiani qu'ils ont suspendu unilatéralement ce traité-là. C'est vrai qu'on a connu cela récemment, mais il y a eu des efforts qui ont été effectués. Mais puisqu'on n'a pas été sauvagement touché, vous avez parlé d'anticipation, c'est vrai, mais c'était une question qui ne préoccupait pas en raison peut-être des priorités. Mais ce que je voudrais dire, il y a que lorsqu'on va au Mali, notamment au Burkina Faso et au Niger, les gens ont l'habitude, on entend dans les discours, même au niveau des chefs d'État, au niveau des régimes militaires, le président Traoré l'a mentionné à plusieurs reprises, les gens ont tendance à nous dire que c'est la France qui est à l'origine de ça. Mais s'ils affirment que c'est la France, c'est qu'ils ont des preuves que c'est la France qui est à l'origine de ça. Mais si c'est la France, pourquoi on ne dynamise pas un peu les éléments? Mais on a la preuve de rien du tout. La Cour internationale de justice, parce que c'est de ça il est question. On a la preuve de rien du tout, Gratien. Il n'a jamais clairement été établi nulle part que ce soit la France ou un autre pays ou c'est de ça qu'il est question. En réalité, parce que dans le discours, ça reste des affabulations. Vous savez que dans les discours, d'autres vous diront, Gratien, que ce sont des propos démagogiques pour rallier une certaine opinion à leur cause. Tout à fait. Bon, moi, ce qu'on aurait souhaité, c'est que si éventuellement il y avait des preuves que c'est effectivement la France, il faudrait quand même que les gens engagent la voie juridictionnelle. Pour le moment, il n'y en a aucun qui ait pu démontrer cela formellement. Ça reste des propos. Oui, ce sont des déclarations totalement qui engagent les personnes qui portent, on va dire, ces propos-là. Et on ne va pas se faire le devoir de les relayer sur ce plateau. Messieurs, on en vient à présent à la question sur la loi sur le numérique, le code du numérique ainsi qu'il a été défini par le législateur, longtemps querellé, longtemps pointé du doigt. Aujourd'hui, ce code, William Clicquant, retourne au Parlement pour des corrections, selon vous, ou pour être davantage vicié? Justement, parce que quand on a appris dans le projet d'ordre du jour de la session qui a démarré jeudi dernier que le code du numérique devrait être relu, tout le monde s'attend à un code moins fort, un code où on desserre un peu. L'étau se dessert autour de certains droits sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Mais vous faites bien de faire remarquer qu'une loi peut aller à l'Assemblée nationale et en ressortir beaucoup plus... Une loi bien décriée peut aller à l'Assemblée nationale et en ressortir beaucoup plus durcie. La question du code électoral est là avec tous les clivages et toutes les divisions qu'il y a autour. Mais on était allé à l'Assemblée nationale pour parfaire ce texte. Donc, vous faites bien de le faire remarquer. Mais écoutez... quand vous dites que certaines langues décrivent le code du numérique, on n'a pas besoin d'être juriste pour comprendre ce qu'il y avait comme crispation autour du code du numérique. En fait, c'est un principe sacro-saint que les droits consacrés aux individus, les droits, les prérogatives que les textes internationaux et nos lois nous consacrent, doivent être protégés non seulement hors ligne, mais aussi en ligne. C'est-à-dire l'individu a les mêmes droits en ligne que hors ligne. Voilà qu'un code du numérique bien beau, très joli, qui venait innover, réguler des choses, régir notre société par rapport à une réalité qui nous était toute nouvelle et qui était laissée en rade jusque-là, la question du numérique, a introduit d'énormes restrictions et surtout à l'épreuve de son application, d'énormes restrictions sur des lois, sur des droits qui étaient consacrés aux Béninois. Liberté d'expression, liberté de la presse. En quoi, par exemple? Prenez l'article 550, le plus connu, le plus célèbre du Code du numérique. Enseignement par voie électronique. Par voie électronique. Vous voyez les balades sur les médias sociaux, sur Meta ces derniers jours, autour de ce vocable. Même des non-juristes, des gens qui à peine ont été à l'école, l'écrivent sur Facebook, parce que c'est finalement une épée de Damoclès. C'est ce qu'on a reproché au Code du numérique. Est-ce que le législateur n'était pas dans l'optique, justement, de ne pas faire du cyberespace no man's land, une zone de non-droit? Mais le législateur a été suffisamment frileux et le juge plus que lui. C'est-à-dire quoi? À l'épreuve, et ce n'est pas moi qui le dis, au dernier examen périodique de janvier 2023, plusieurs États l'ont dit au Bénin, dans l'examen périodique de 2023, si je ne me trompe, plus d'une demi-douzaine de recommandations acceptées par le Bénin, je le rappelle, sur les 234 acceptées par le Bénin,
relatives au code du numérique, ces recommandations étaient précises et tous les États d'Orient, je ne sais pas, d'Europe et d'où je ne sais encore, disaient au Bénin qu'en fait, des lois si élastiques, ce vocable dont vous parlez, cette expression dont vous parlez, harcèlement par voie de communication électronique, n'a même pas de définition dans le code du numérique. Voilà des choses qui ont permis des condamnations redoutables, que le journaliste consacré pour être jugé avec le Code de l'information et de la communication ne se voit pas jugé par le Code de l'information et de la communication, mais qui est traité comme tout le monde, alors que les droits dans l'espace physique lui sont consacrés du point de vue de sa profession. C'est tout ce qu'on a reproché au Code du numérique. Et moi, je souhaite, à votre question, que cette loi corrige ces imperfections, qui sont nombreuses, qui sont légion, qui sont reconnues par l'État béninois lui-même. On craignait un silence trop grand depuis le dernier examen périodique. Finalement, qu'on y va maintenant, faisons les choses avec beaucoup plus d'élégance. On dira peut-être qu'on a eu le temps de mise à l'épreuve, on a eu le délai de grâce avec autant de cassés. Les omelettes sont frites. Les omelettes sont frites. Maintenant, faisons le plat de résistance. En fait. D'accord, très bien. Allez, Julio Tomiti, pour vous, pour le juriste que vous êtes, est-ce que vous pensez que le Code du numérique est une loi un peu trop corsée ou ça ne régule suffisamment pas le cyberespace et qu'il est temps de faire quelques réajustements? Le code du numérique n'est pas que le cyberespace. Et c'est ça que peut-être je vais décevoir William pour dire de ne pas trop rester peut-être dans l'espérance que, en fait, les questions du cyberespace soient peut-être moins corsées qu'elles ne l'étaient avant. Parce que le code du numérique, c'est aussi le commerce électronique. C'est aussi l'accès aux données personnelles, c'est aussi l'accès à Internet d'une certaine façon, en fait, comment dire, les questions de redistribution. Il s'agit d'un projet de loi. Nous ne connaissons pas encore le contenu. Et je ne crois pas, je ne pense pas que le contexte actuel, d'accord, sur la base d'un projet de modification de ce code du numérique, irait dans le sens, en fait, d'un relâchement par rapport aux questions de cyberespace. Parce que là où nous allons, excusez-moi, si moi je suis gouvernant, ce n'est pas le moment. Je crois qu'il dit sous réserve de savoir ce qui serait dans le contenu. Ce qui préoccuperait, oui, il y a eu ces examens périodiques, les professionnels de la presse, à travers leurs représentants, ont fait plusieurs plaidoyers parce qu'on a l'impression, par exemple, que le code, le code de l'information et de la communication n'existe plus, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de journalisme, en fait, sans, en fait, les cyberespaces, d'une certaine façon, alors que lorsque vous venez sur cet espace-là, c'est comme si vous perdez carrément, en fait, votre immunité, les protections que le code de l'information et de la communication vous offre. C'est pourquoi je vous demande, est-ce que, pour ceux qui ont introduit en fait ce code-là, est-ce que je pense nous allons à une période assez sensible et les questions, nous n'avons pas suffisamment encore appris, nous, utilisateurs, de la répression. Et donc, si moi je suis législateur, ce ne serait pas le moment, pas pour moi en tout cas. Il faut laisser tel quel pour vous? Pas en tout cas de relâcher. C'est pourquoi l'attentisme en fait de William risque d'être déçu parce que la modification peut aller sur d'autres plans que sur les questions du cyberespace. D'accord. Alors, ce code Gratien s'est rendu quand même célèbre la plupart du temps que sur des questions de répression de gens en porte-à-faux, malheureusement, avec les tests de la République du point de vue donc, de l'organisation du cyberespace, notamment harcèlement par voie de communication électronique. C'est généralement le motif qui revient le plus souvent dans les questions de condamnation liées aux gens sur le web. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le législateur va reculer en plein troisième millénaire où les questions liées au numérique sont davantage exacerbées? Non, bon, ce que moi je peux dire, c'est qu'on va attendre la fin, mais on ne va pas manquer quand même de soulever des aspects. Il y a un premier élément que je voudrais soulever, c'est que vous savez quel est l'état de la presse aujourd'hui, puisque William a parlé un peu comme de l'oppression des journalistes, le code, puisque c'est le code de l'information et de la communication qui devait régir. Il y a des journalistes au Bénin qui n'ont pas de carte de presse. Et lorsque c'est comme ça, la loi ne vous reconnaît pas comme tel. Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Pas de carte de presse, la loi ne vous reconnaît pas comme tel. Et lorsque vous êtes journaliste au Bénin, et que vous ne remplissez pas toutes les conditions,
et vous vous retrouvez devant le juge pour une infraction d'harcèlement par voie de communication électronique, ne demandez pas au juge de vous appliquer. Même lorsque vous êtes détenteur de la carte. Non, ça dépend. Nous ne sommes pas allés dans les subtilités. Je suis en train de donner quand même une hypothèse. Il y a des cartes de presse en main et ont été traités comme tout sauf journaliste. Oui, vous savez, quand il y a des dérapages, on va les mentionner et puis on va demander à ce que cela soit corrigé. Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? Quel est le contexte actuel de la presse béninoise? La presse béninoise, vous constatez qu'il y a d'une part ceux qui font réellement du professionnalisme, il y a ceux qui font de la monétisation de la presse. Des gens qui sont généralement dans la communication politique. On voit, des gens prendre des positions, des gens qui sont pratiquement dans l'harcèlement. On ne veut pas dire quand même qu'il ne faudrait pas qu'un test puisse être pris dans toute sa rigueur pour permettre à ce que les gens ne puissent pas dérailler. Ça fait le premier élément. Mais lorsque ce code est retourné au Parlement, il y a des éléments, objectifs qui motivent, selon moi, ou qui peuvent justifier, selon moi, le fait que ce code-là puisse retourner au Parlement. Le premier élément, c'est quoi? Il y a un élément qui a été soulevé, à savoir qu'à l'intérieur même du test, il y a des notions fortes. Des notions fortes que le législateur n'a pas clairement définies. Or, il est mentionné au niveau du code pénal du Bénin que vous ne pouvez pas faire de la répression d'une infraction pénale, d'une infraction, sans que cette infraction-là, au regard de ces éléments constitués, ne puisse être clairement définie par le législateur. Donc, c'est un problème. Donc, le fait que le code soit allé au Parlement, c'est également peut-être, selon moi, pour parfaire ces aspects-là. Il y a des incohérences. Vous constatez qu'à l'intérieur du code du numérique, il y a des infractions qui sont prévues, en matière de diffamation, par exemple. Et lorsque vous prenez le code pénal et le code du numérique, normalement, les peines devraient converger. On constate qu'il y a une sorte de divergence au niveau de ces peines. Ce sont des anomalies objectives qu'on peut, on peut souhaiter on doit même souhaiter que le législateur puisse corriger cela. Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? Il y a également des omissions. Quand on parle de choses-là, on parle de l'ordre public numérique. Nous avons l'ordre public. L'hygiène numérique. Salubrité numérique. La tranquillité. Il y a des éléments comme ça, les réalités liées à la bioéthique. Ça, ce sont des choses que le code du numérique a occultées. Nous avons l'intelligence artificielle, l'exploitation, la régulation de tout ça. Le Parlement doit également s'asseoir sur ces éléments-là et puis apporter les corrections. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand on parle de corset, nous devons, quand nous parlons du code du numérique, appeler chaque citoyen béninois à la notion de la responsabilité. Parce qu'il y a beaucoup de désordre. C'est vrai, on a évoqué certains cas. On se dit peut-être que la justice est trompée ou qu'il y a un peu de largesse dans les choses, mais nous n'allons pas occulter que sur quand même Internet, au niveau du numérique, il y a quand même beaucoup de dérapages. Les gens qui se lèvent, ils collent des choses. Non, mais puisque la loi... Ce code du numérique n'est pas au-dessus de l'article 22 ou de l'article 23 de la Constitution. Non, je ne refuse pas. Et mieux, vous-même avez trouvé le nœud. En matière de diffamation, par exemple, vous avez parlé de la grande différence entre la peine, c'est même le double de ce qui est prévu par le code pénal que le code numérique prévoit. En quoi la diffamation sur le cyberespace est plus grand et une atteinte à un droit subjectif plus important? C'est une grosse anomalie. Et mieux, je finis très rapidement, Herman, et mieux, il y a carrément des infractions qui sont d'emblée criminalisées dans le code du numérique. Il y a des infractions qui ne répondent à aucun régime d'infraction de façon claire. Et pour une loi comme ça, excusez que le journaliste que je suis appelle d'abord à la révision, à la relecture. Je ne sais pas le décès qui est mobile de cette relecture, et Julio m'en excusera. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu, mais le bon sens voudrait que ce soit ces questions préjudiciables qui foutent des enfants de 21 ans en prison, qui mettent des adultes aux grandes dents, 32, je ne sais quelle responsabilité, qui occupaient de très belles fonctions dans une profession bien noble, comme le journalisme, pas ce que vous décriviez tout à l'heure dans votre analyse, à qui des gens ont opposé des textes d'une compréhension vraiment ambiguë. Je pense qu'on ferait de l'hygiène, de la salubrité dans l'arsenal juridique béninois. Non, très bien. Allez, messieurs, non, il n'y a plus vraiment de temps du tout pour consacrer à ce sujet. On a 2 minutes pour évoquer le sujet sur le Gabon avec Brice Clotaire Oligui Nguema qui est en passe d'être élu président de la République du Gabon, Julio Tometti. Très rapidement, c'est vraiment sans surprise.
C'est ça. Je dis félicitations au nouveau président démocratiquement élu. Non, franchement, je n'ai pas d'éléments pour démocratiquement dire le contraire. élu, on est d'accord avec vous, 90, plus de 90% des voix. Je te dis félicitations, ce n'est pas la première, ce n'est pas une première en Afrique. Bon, fort heureusement, ils ont trouvé le mécanisme pour revenir un peu sur la voie démocratique et on peut, dans d'autres analyses, commencer par faire la comparaison avec les autres États pour pas forcément justifier leur posture, mais pour dire quoi qu'on dise, en fait, il ne s'agit que des questions de cheminement. Le résultat demeure le même. Alors, Gratien Makoko, on l'a vu, une transition rapidement menée, un scrutin électoral rondement orchestré avec un président candidat guest star, Michael Jackson à l'occasion aussi, mais aujourd'hui qui va sans doute s'installer dans les bureaux du palais du bord de mer. Deux choses. La première, c'est que c'est une belle stratégie de blanchiment des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Et l'autre chose, vous avez vu le score. Plus de 90%, ça nous rappelle l'élection présidentielle au Burkina Faso avec Maurice Yameogo, qui a fait 100%. Vous voyez, mais ce qu'on va retenir, puisque l'histoire a tendance à se répéter, Yameogo a fait ce score, mais quelques temps après, il a été renversé, comme c'était le cas également ailleurs, parce que vous voyez, à l'intérieur du régime que M. Oligui va installer, à l'intérieur de ce régime-là, parce que c'est sûr, les opposants, c'est vrai que leur voix n'est pas entendue. La voix des opposants, c'est vrai qu'on ne voit que le président, mais est-ce que c'est parce que les voix dissidentes ont été étouffées de l'extérieur? On ne peut pas affirmer grand-chose, mais ce qui est sûr, c'est que lorsque les choses se passent comme ça, on sait qu'en réalité, c'est de la théâtralisation de la fonction, c'est une sorte... bon, ce sont des pratiques africaines. Vous êtes assez dur. Tout à fait, c'est vrai. Il y a des, on va dire, des enjeux auquel le président Oligui Nguema va devoir faire face tout de suite après la récréation. Place maintenant au travail, les questions notamment d'emploi des jeunes, de développement et tout, qu'il attend tout de suite et auquel il doit faire face. Est-ce que vous pensez que le désenchantement aura lieu très, très tôt? Je ne veux pas jeter les dés à ce propos, mais je veux juste qu'ils comprennent que la démocratie, ce n'est pas que les urnes à la manière qu'il vient d'avoir et qu'il doit installer une démocratie après la dynastie Bongo et que s'il peut le faire, on oubliera son kaki, sinon 90% ne font pas oublier son béret et ses gros galons. Très bien. Merci beaucoup à vous, William Cliquant. Vous êtes journaliste à Canal 3 Bénin. Merci, Julio. Merci également, Gratien Makoko. Quand vous êtes là, forcément, allez, les débats sont toujours intéressants et passionnés. Messieurs, on va clore ce chapitre et derrière, on va retrouver X-Tem. Je vous l'avais annoncé en début d'émission. Il a son concert avec son frère et ami Gis en fin de semaine. Et juste après lui, on va retrouver Marcel Arrossi pour la revue de presse. Ce sera vraiment sans transition. On va faire une transposition de plateau en 3 secondes, je vous en prie. Allez, vous l'avez compris, c'est donc la musique, le son prélude qui nous permet d'installer X-Time qui, justement, avec son frère, son alter ego Gis, on ne sait pas si c'est un duo, il aura l'occasion de nous le dire parce que depuis on les voit ensemble. En tout cas, tous deux, ils sont les porteurs du mouvement Adjapiano de jeunes X-Time et Gis qui se sont assignés pour mission de donner une identité musicale urbaine au Bénin. Ils se sont inspirés de l'amapiano rythme sud-africain auquel ils ont combiné du talking drop, du gogoum et ça donne du Adjapiano. Ils seront en concert en fin de semaine. Rodrigue, X-Time est avec nous. X-Time est avec nous. Ici, on va l'appeler le Dadje Frère. Le Dadje Frère. C'est ainsi qu'il se surnomme mais c'est d'ailleurs inscrit sur sa casquette. Ouais. X-Time, merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, X-Time, pour faire un peu le parallélisme, c'est l'heure pour toi de nous en dire plus sur ce concept, le Adjapiano. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois un peu le stade auquel est ce rythme que tu as conçu? Je ne peux qu'être fier, hein. Je peux être fier. Et déjà, je ne suis pas seul sur le concept, je suis avec Gis et Ronnie Beat. Bien sûr. Donc du coup, je suis pas seul, je suis fier de ce que ça donne, de l'évolution de Adjapiano, parce qu'on n'avait pas espéré ça
en faisant ça, on n'avait pas espéré que ça allait plaire aux Béninois. C'était parti pour être juste un freestyle, pour s'amuser. Voilà, c'était juste parti pour être un freestyle. C'est vrai que depuis des années, on cherche quand même à donner une identité à notre musique, à la musique béninoise. Mais jusqu'à ce stade-là, et si vite, on n'avait pas pensé ça. Mais par contre, est-ce que justement, puisque tu parles d'identité musicale, le Adjapiano, identité musicale du Bénin, tu le penses, tu le sens? Bien sûr, je le sens. Je le sens très bien, bien sûr. Et est-ce que, enfin, qu'est-ce qui aujourd'hui, selon toi, pourrait être une barrière ou un blocage en fait à la réelle ascension du Adjapiano pour que, aux États-Unis, voilà, quand on parle d'Adjapiano, on pense tout de suite au Bénin de la même manière qu'on pense, voilà, à la rumba quand on évoque le Congo ou à d'autres rythmes quand on évoque d'autres pays. Bah, selon moi, honnêtement, il n'y a aucune barrière. Il n'y a aucune barrière. Mais pareil que c'est, enfin, au Bénin, la barrière c'est ethnique. Bien sûr. Mais on entend ces critiques portées par plusieurs personnes qui estiment que quand on parle de Adjapiano, il y a le radical Adja qui fait penser à une certaine communauté. La dernière personne d'ailleurs à l'avoir publiquement dit, il s'agit donc du beatmaker Legend Beats qui dans un podcast l'a rappelé et qui explique que ça pourrait peut-être freiner certaines ardeurs qui ne se reconnaîtraient pas dans cette ethnisation en griffe donc du nom du mouvement Adjapiano. Ouais, mais est-ce que vous pensez que le nom Adja vous dessert? Mais non, franchement, non. C'est vrai qu'au début, ça nous a un peu freiné, mais après, les gens, ils ont compris, tout le monde a compris que voilà, le Adja, ça veut rien dire, c'est juste la musique. Et pour la musicalité, je pense pas qu'il y ait de barrière. Comme tu l'as dit, si quelqu'un aux États-Unis l'écoute, il va chercher et ça, il va voir que ça vient du Bénin. Il ne va pas faire de différence d'ethnie. Et puis voilà, tu vois, c'est de la musique, ça n'a pas de frontières, c'est pour tout le monde. Et ça va nous vendre ailleurs parce que le gogorou, en fait, c'est l'élément principal du Adjapiano et ça se trouve nulle part ailleurs au Bénin. Tu vois. Donc du coup, c'est pour les Béninois, c'est l'or du Bénin, musicalement parlant. Et justement, pour donner une meilleure ampleur à ce rythme, vous décidez d'organiser un concert très bientôt. C'est quoi le concept? C'est-à-dire, ce concert, de quoi va-t-il relever? Est-ce que ce sera exclusivement pour parler Adjapiano ou, au fond, il y a d'autres choses derrière? Bah, déjà, le concert, c'est déjà pour commencer, c'est le début même de l'Adjapiano, en fait. C'est déjà pour fêter une première victoire et pour ne pas frustrer tous ceux qui n'ont pas fait Adjapiano, on a rassemblé tout le monde. Vous allez voir, il y a tous les artistes sont dessus, même ceux qui n'avaient pas fait un morceau Adjapiano. Sans langue de bois, oui. Axel Méry sera là. Non, enfin, il a dit qu'il ne sera pas là, qu'il sera occupé. Donc, du coup, voilà, selon son emploi du temps, là, on n'a pas pu l'inviter. Donc, du coup, voilà. D'accord. Et quel autre artiste sera présent? Bah, il y aura First King, Tigang, Boboé, D-Blue, Chris Ba, plein de Serge Benoît. Voilà, Serge Benoît, il arrive. Et parce qu'il a fait un son à Adjapiano, il n'est pas béninois, mais voilà. Donc du coup, il y aura vraiment plein, Coco Waya, tout le monde, il y aura tout le monde. Anna Fambo, Sena Noble, Génie Premier, il y aura plein d'artistes, même ceux qui n'ont pas fait Adjapiano, juste pour dire que voilà, nous on est avec tout le monde, on veut que tout le monde fasse le rythme, et voilà. C'est le Bénin qui gagne. Alors, on sait que dernièrement, il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués pour vous. Le rendez-vous manqué du casino, le rendez-vous manqué de We Love et Yam. Est-ce que c'est pour vous aussi une forme de vengeance sur ces histoires malencontreuses? Non, même pas, il n'y a pas de vengeance. C'est la fête, c'est la joie. Adjapiano, en fait, c'est la joie. C'est un mood assez positif et franchement, il n'y a pas de vengeance. Tous ces manquements, c'est vrai qu'en cours de carrière, on rencontre quand même des problèmes. Et voilà, c'est juste ça. Mais voilà, c'est du passé. Nous, on veut juste que le Bénin brille à l'international de par la musique et c'est notre mission.
Alors, Inkstime, tu parlais tout à l'heure du concert et tu évoquais justement ce qu'il y a à la clé. Mais est-ce que vous avez une stratégie? C'est-à-dire qu'après le concert, est-ce qu'il y a autre chose qui est prévu pour réellement donner au Adjapiano cette ascension que vous rêvez et que vous rêvez? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après le concert, enfin, comme je le disais tout à l'heure, c'est le premier concert. Et donc, après le concert, il y aura une tournée nationale pour l'imposer, pour dire que voilà, c'est pour le Bénin. Et après, on va annoncer notre casino de Paris. Parce qu'il y aura un autre casino de Paris. Bien sûr, il y aura un autre casino de Paris. Alors, tout ceci se passe quand et où? Canal Olympia, samedi, dimanche de Pâques. Voilà, dimanche de Pâques, le 20 avril, Canal Olympia. Le rendez-vous, il est prêt. Et dress code vert, jaune, rouge, parce que voilà, c'est le Bénin. D'accord, vert, jaune, rouge. À quoi on va tous ressembler, Rodrigue? Un vert, jaune, rouge. Attendons le dimanche pour le voir. D'accord. Pourquoi pas, il va peut-être poursuivre ses échanges avec Marcel Larossi sur le rendez-vous de midi. Vous aurez beaucoup plus de temps pour aborder les différentes préparations liées donc à ce rendez-vous du dimanche prochain. Il va vous inviter vendredi ou jeudi ou vendredi, en tout cas dès lors que vous descendrez sur le plateau. Il va booker cela avec vous puisqu'il s'impatiente déjà pour sa revue de presse. On a malheureusement plus que 5 minutes pour booker cette émission. Merci Inkstime d'être passé. Allez, on a tenu à vous avoir ce lundi matin pour bien entamer la semaine. En vert, jaune, rouge, comme le logo de Bénin TV que vous avez en haut là. Mais Herman, Inkstime est sur ce plateau. Je pense quand même qu'il peut nous dire un truc, même si ça va être en Adja ou en Adja piano rythmé rapidement pour conclure très rapidement. Pourquoi pas? Le faire. Aïe 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 aïe, mon téléphone sonne, aïe aïe aïe, qui m'appelle à l'heure là, je suis dans le bruit, il faut rappeler plus tard. En tout cas, rendez-vous le 20 avril. Merci Inkstime, vous passez une excellente journée de lundi et pourquoi pas vendredi ou jeudi avec Marcel Larossi. Tout de suite, la revue de presse sur Bonjour le Bénin. Marcel Larossi, les journaux parlent déjà donc des élections à venir et nous expliquent que la compétition sera serrée entre l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain et les démocrates. Et bien sûr, Fraternité dresse aujourd'hui un état des lieux sans complaisance du paysage politique béninois à l'aube des élections générales de 2026. Le quotidien rappelle qu'à son arrivée au pouvoir, Patrice Talon a engagé une réforme vigoureuse du système partisan pour mettre fin à la prolifération de micro-partis sans ancrage national. Résultat, une scène politique désormais dominée par 3 blocs solides, l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain et le parti Les démocrates. Ces 3 formations ont monopolisé les 109 sièges de l'Assemblée nationale en 2023 avec une nette avance pour l'UPR, 53 députés. Mais selon Fraternité, les rapports de force pourraient évoluer en 2026. Le journal anticipe une compétition acharnée, exacerbée par un code électoral exigeant notamment la barre des 20% dans chaque circonscription électorale pour espérer obtenir un seul siège. Face à une opposition mieux structurée et décidée à capitaliser sur les frustrations de la décennie écoulée, le parti au pouvoir ne partira pas en terrain conquis, prévient Fraternité. Quant aux autres partis légalement reconnus, RN, Moël Bénin, MPL, NFN, Parti La Flamme Renouvelée, GSR ou encore Restaurer l'Espoir, Fraternité estime qu'ils peinent à se hisser au niveau des 3 géants. Dans ce contexte, seul l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain et le Parti Les démocrates semblent en mesure de présenter un candidat crédible à la présidentielle de 2026. Pour le quotidien, une chose est sûre, la bataille pour le pouvoir s'annonce rude, stratégique et décisive pour l'avenir politique du Bénin et ce sera tout sauf une partie de plaisir. Et puis 9 ans de gouvernance de Patrice Talon, c'est 9 ans de rigueur assumée. Dans son édition du jour, la presse du jour consacre un large focus aux 9 années de gouvernance de Patrice Talon, marquées surtout par une volonté inébranlable de rupture et de transformation profonde du Bénin. Le journal salue une méthode jugée rigoureuse, incarnée dès le départ
départ par le célèbre appel du chef de l'État à serrer la ceinture, expression qui, selon ses propos, signifiait tout simplement la fin de l'impunité et des dérives anciennes. Patrice Talon assume ses choix, parfois impopulaires, mais revendiqués comme étant dictés par l'intérêt général. Je fais un sale boulot, mais je fais que l'histoire reconnaîtra que je l'ai fait pour l'intérêt commun, rappelle-t-il lors de sa conférence de presse en février 2024. La presse du jour rappelle que le chef de l'État a brisé les vieux réflexes politiques, dénonçant avec force le culte de la personnalité, le populisme présidentiel, les détournements impunis ou encore le clientélisme ethnique. Le quotidien met en lumière la dynamique enclenchée par le nouveau départ porté par des réformes institutionnelles, économiques, culturelles et sociales ambitieuses. Dans une interview à Jeune Afrique, Talon affirme: l'état d'esprit de mes compatriotes a profondément changé, traduisant selon lui la réussite collective d'un peuple engagé dans la refondation. En somme, pour la presse du jour, le bilan de Talon impressionne par son ampleur et sa cohérence. À un an de la fin de son second mandat, le président